Aujourd'hui, on est en présence de Clémence Ferraud. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Martin de me recevoir aujourd'hui sur ton podcast. Du coup, Clémence, tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais? Alors, ça a commencé par un parcours très opérationnel. Moi, j'ai commencé très jeune, à 16 ans, à travailler dans les restaurants, à faire du service, de la pâtisserie, de la cuisine. Et ça a duré jusqu'à mes 21 ans, à peu près. 21 ans, je passe du côté plus bureau, stratégie, toujours dans l'hôtellerie-restauration. Cette transition se fait via mes études, évidemment, stage, alternance, qui me permettent de monter un petit peu les échelons. Et là, il y a eu pour moi une grande découverte. Je suis à l'Intercontinental Paris Opéra Le Grand, je suis à la direction de la restauration. Et au sein de la direction de la restauration, on s'occupe de toute la commercialisation des restaurants. Donc les groupes, les événements, les soirées particulières, etc. Et là, pour moi, grande découverte. Je m'étais jamais projetée dans mon monde opérationnel dans le futur. Mais là, vraiment, je me retrouve à vendre les talents de mes collègues et m'occuper des petits clients qui ont besoin d'être guidés, et je m'éclate. Donc ça a un petit peu donné le ton sur la suite de ma carrière, où là, pareil, via mes études et après via mon parcours professionnel pur, une fois que j'ai quitté l'école, où j'ai toujours été dans le commercial, soit événementiel, soit commercial plus généraliste, où on vend un établissement dans son ensemble, comme dans l'hôtellerie. Et puis, l'autre grande transition qu'il y a eu pour moi, c'est que à un moment donné, arrive sur le marché multitude d'apporteurs d'affaires dans l'événementiel, ce qui était assez nouveau. Il y en a des anciens, des historiques, mais qui étaient un peu vieillissants. Donc, il y a une nouvelle vague qui arrive, un peu fraîche, à laquelle je m'intéresse pour des raisons commerciales sur Fauchon, pour qui je travaille à ce moment-là, Place Madeleine, à Paris. Et je fais référencer Fauchon, les espaces Fauchon, Place Madeleine, sur un apporteur d'affaires que je rencontre. Et cet apporteur file en aiguille, l'histoire fait qu'il me propose de les rejoindre et de venir construire toute la partie événementielle. Deuxième grande aventure pour moi professionnelle que j'ai adorée, parce que je travaille dans une entreprise où je peux être touche à tout. Ce qui était beaucoup plus difficile dans l'hôtellerie-restauration, où j'étais j'avais des rôles bien définis. Là, c'est une entreprise qui se construit. Je n'ai jamais été dans une aussi petite boîte. Parce que quand j'y suis arrivée, ça n'est plus le cas. Et du coup, je suis touche à tout, je suis en direct avec les fondateurs, je me retrouve à travailler avec une équipe de développeurs, ce qui ne m'était absolument jamais arrivé. Il y a on est dans le moment où la startup generation en France, ça explose. Donc voilà, c'est hyper intéressant. On a l'impression de faire partie de l'histoire, et c'était génial. Donc j'ai passé 2 ans comme ça avant d'arriver à la création de Booking Check et de devenir entrepreneur moi-même. Ok, trop bien. Ouais, c'est un très très bon résumé. Je vais avoir plein de points à te relancer, parce qu'on part quand même de l'hôtellerie-restauration à arriver à être entrepreneur dans le digital avec un SaaS. Il y a eu plein de changements qui font que tu en arrives là. Qu'est-ce qui, au tout départ, te fait choisir l'hôtellerie-restauration ? Alors moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Donc j'étais plutôt j'avais plutôt un profil assez artistique. J'aimais beaucoup tout ce qui était création. Je suis curieuse et créative. Alors, je suis pas une grande dessinatrice ou peintre, etc., mais je suis curieuse et créative. Et donc, ça m'attirait énormément de travailler dans le marketing, de créer des idées. Mais j'ai pas confiance en moi. Donc, je me dis, moi, je vois pas du tout ce que je peux faire comme étude. Ça va être très compliqué. Et j'ai grandi. Ma famille est quand même très passionnée de gastronomie pour certains, et d'autres en ont fait leur métier, dont mon père qui est meilleur ouvrier de France dans les arts de la table et du service. Donc j'ai vraiment baigné dans la bouffe et les restaurants toute ma vie. Donc je me dis, qu'est-ce que tu sais faire facilement, où tu vas pas complètement te casser la gueule, tu vas pas décevoir tout le monde. L'hôtellerie-restauration, tu as quelques réflexes parce que tu as grandi dedans. Tu devrais pouvoir t'en sortir et décrocher un BTS. Moi, j'étais partie sur un BTS. Je me suis dit, on va pas mettre la barre trop haut.
Voilà. Donc c'est comme ça que je rentre dans ce milieu-là. Ok, et donc du coup tu pars sur un BTS à la base, mais après les études que tu as continué à faire, c'est aller bien plus loin que ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin? Je m'ennuyais. Je m'ennuyais en salle, en cuisine. Alors en cuisine, non, j'étais traumatisée parce que la cuisine, on va pas se mentir, c'est un milieu très dur. Évidemment, là pour le coup, j'avais mis la barre haut parce que je venais d'une famille gastronomie, donc il fallait tout de suite que j'aille dans des établissements très prestigieux. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, mais bon, c'était comme ça. Donc je suis allée en étoilée, etc. C'est un milieu très masculin, c'est très dur. J'étais pas du tout armée pour ça, j'étais beaucoup trop sensible, gentille, voilà, j'avais pas cette force de caractère. Et puis je pense que c'était pas mon projet de vie. Donc pourquoi me battre pour faire de la cuisine alors que je me sentais pas animée par quelque chose. J'aimais bien faire à manger, mais pour les copains, quoi. Ça allait pas plus loin que ça. Je m'ennuie en salle un peu moins parce que j'ai une relation client, mais j'ai du mal avec tous les codes. Tout est très cadré, et donc en fait. J'avais beaucoup de mal à avoir un geste naturel. Bah ouais, parce que t'es tellement brimé dans il faut que ça se passe comme ça, que je me disais, ah merde, si j'oublie de mettre la serviette comme ça, le truc. Donc en fait, j'étais plus en train de réfléchir à comment je pouvais faire passer un bon moment. J'étais en train de réfléchir si je respectais bien les règles. Donc je m'ennuie aussi, même si je suis admirative de ces gens qui ont cette passion et qui sont en train de, comment dire, en cuisine, moi je suis une fan de Top Chef, hein. Pour moi Top Chef c'est comme regarder un match de foot, je suis à fond, j'ai mes chouchous, il y a des teams, je suis fan, je regarde toutes les émissions culinaires, enfin j'adore ça, je suis vraiment passionnée par ça, mais comme plutôt une critique gastronomique qui va adorer aller manger et tout étudier, plutôt que quelqu'un qui fait, parce que j'ai pas cette passion de tout le temps apprendre, être en recherche de perfection, etc. Donc je m'ennuie, et donc je me dis il faut que je continue, et du haut de mes 21 ans, étant très romantique, je me dis je pourrais peut-être faire un truc genre wedding planner. Voilà, donc je vais continuer mes études, donc c'est quand même très flou, hein. Ouais, je vois. J'ai une question sur le côté tout ce qui était cuisine. Donc tu expliques que c'est très dur. Ça me fait un peu penser au retour des gens qui ont fait un service militaire ou des trucs comme ça, et c'est souvent ce qui revient dans la cuisine de haut niveau. Est-ce que tu le considères comme quelque chose qui a permis de te transformer dans une bonne direction, ou c'est plutôt une expérience que juste tu sais que c'est pas la direction où tu veux aller? Alors, je pense qu'il n'y a jamais d'expérience, sauf choses très graves qui sont que négatives. On apprend toujours sur soi, sur ses capacités, et on se renforce. Ce qui est dur nous renforce. Donc moi, ça m'a clairement renforcée, parce que je me suis un petit peu créé une carapace dans le monde professionnel. Et heureusement, parce que j'allais continuer dans l'hôtellerie, et ça reste quand même de luxe, ça reste des milieux, même si la cuisine étant le maximum pour moi, voilà. Les autres départements ont quand même leur lot de, voilà, faut être solide un peu mentalement, faut pas s'écrouler à la moindre remarque. Donc ça m'a quand même endurci. Mais est-ce que c'était le seul moyen pour moi de m'endurcir? Je suis pas sûre, mais la vie a fait que pour moi ça s'est passé comme ça. Donc en gros, si c'était une amie ou ma famille, est-ce que je les enverrais là-dedans? Je pense pas. Mais est-ce que aujourd'hui, par exemple, dans mon parcours d'entrepreneur, qui est aussi un parcours qui est difficile, est-ce que ça m'a pas servi d'être un petit peu de tenir mon cap, de m'accrocher jusqu'au bout? Je pense que si. Clairement. Donc, je comprends. Plus moins. C'est un peu l'histoire de la vie des gens, c'est que c'est souvent les violences les plus fortes que tu as subies qui sont les plus formatrices. Pourtant, tu les recommandes à personne, tu sais, mais pour toi-même, c'était quand même. Ah, ça a aidé. Mais je pense que tu es obligé de passer par des choses difficiles. Il y a pas de. La vie serait quand même compliquée si tout était parfait. Mais bon, il y a quand même des limites, quoi. Je pense que ce que j'ai vécu difficile dans d'autres départements de l'hôtellerie me suffisait. J'ai peut-être pas besoin d'aller aussi, parce que c'était vraiment, on parle de harcèlement moral, on frise le harcèlement sexuel, c'était limite, hein.
Et j'étais un bébé, j'avais 18 ans. Avant ça, j'avais fait d'autres cuisines, mais c'était des petits restaurants de campagne, les gens étaient gentils, c'était des pères de famille, des mères de famille, Ouais. donc j'étais leur enfant. Quand je me suis retrouvée dans les étoilés, c'était pas ça. J'étais une proie, j'étais une femme, j'étais la seule, les mecs étaient sous pression. C'est moi qui prenais, quoi. Donc je prenais en tant que commis, parce que, en gros, ils se défoulaient sur moi, mais je prenais aussi en tant que femme. Et j'étais pas câblée pour ça. J'étais beaucoup trop, soft, moi. Je savais pas quoi dire. J'allais pas dire à un mec de 30 ans, dégage gros con, tu me touches pas, sinon je hurle. Jamais j'aurais pu faire ça. J'étais coincée. Ok. Donc c'était. Donc c'est pour ça que je dis, le fait d'avoir quelqu'un qui est très en demande en face de toi et qui te pousse dans tes retranchements, il faut le vivre dans sa vie, comme quand sur un sport à un certain niveau, etc. On le vit, voilà. Ça, oui, je pense que c'est bon et il faut passer par des choses difficiles, il faut se péter la gueule, il faut avoir cette capacité à se relever, à tenir, à être résilient. Mais de là à ce que ça touche, de là à ce que ça touche vraiment, que ça te traumatise. Bon, ça je le souhaite à personne, quoi. Voilà. Oui. Si je dois résumer. Ok, je pense que c'est un plutôt bon résumé. Donc là, on est passé de la période sur la restauration, 16-18 ans. Après, du coup, tu es plus parti vers 21 ans, c'est ça, dans des trucs un peu plus stratégiques en hôtellerie. Sortie de mon BTS, j'arrive en licence et master ensuite. Et donc là, je fais plutôt alternance et stage dans de la direction au niveau des hôtels. Comment t'es passé de l'idée de wedding planner à l'hôtellerie? En fait, j'ai pas changé d'idée, c'est que je me suis dit, je peux pas passer de chef de rang à wedding planner, mais par contre, en sortant de BTS, quand je décide de faire une licence, c'est une alternance, et là, l'école me dit, ne cherchez pas d'alternance, on va vous placer. Alors, il faut savoir que dans mon monde à moi d'hôtellerie-restauration, j'ai fait un très 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 bon lycée hôtelier qui est très reconnu, qui est le lycée de Thonon-les-Bains. Donc j'arrivais de Thonon-les-Bains à Paris, et donc voyant ça sur mon CV et voyant que j'avais fait que des étoilés, etc. dans mes stages en BTS, ils me disent « bougez pas, on va vous placer ». Parce que dans l'hôtellerie, tu as rarement besoin de trouver un stage ou une alternance, les entreprises viennent te chercher tellement ils ont du mal à recruter. En fait, moi j'attends sagement. Et 2 semaines avant que je commence mon année, on me dit vous allez être à la direction de la restauration dans un des plus gros hôtels de Paris. Donc pour moi, c'est ça, je me dis génial, tu vois, je n'entends plus parler d'opération, je vais apprendre une tonne de choses, je me pisse dessus parce que je me dis mais j'ai pas les capacités, la confiance à nouveau, c'est reparti pour un tour, légitimité à prendre ce poste, mais génial. Et donc en fait. Quand je savais pas qu'il y aurait une partie commerciale sur ce poste, mais quand elle arrive, en fait, ça rejoint un peu cette idée de wedding planner, sauf que c'est de l'event planning, mais c'est pas si éloigné que ça. Donc en fait, ça se recroise. Ça, c'était à l'Intercontinental, c'est ça? Intercontinental. Pour ceux qui sont à Paris, quand vous êtes place de l'Opéra Garnier, vous avez un gros angle avec le Café de la Paix et tout le bâtiment qui est au-dessus, c'est l'hôtel. Et le Café de la Paix, on ne le sait pas, mais appartient à l'hôtel. Donc c'est un très 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 gros hôtel-restaurant de Paris. C'est quoi le prix moyen de la chambre? Je pense que sur cet hôtel-là, on est autour de 400-500 € la nuit. Donc c'est pas le plus cher. Va, déjà, ça c'est pas mal. C'est sympa. C'est pas mal. ça commence à se faire un SMIC au bout de 3 jours, quoi. Donc, c'est ça. Il faut faire un petit peu de caillasse. Clairement. Ok, et donc du coup tu pars sur ce truc-là, t'as fait c'est quoi, c'est 2 ans t'as dit dans l'Intercontinental? Un an dans l'Inter, après j'arrête, je vais à Londres, je vais au Dorchester qui est un palace à Londres, je vais travailler chez Alain Ducasse qui a un 3 étoiles Michelin là-bas pour faire du commercial événementiel. Ça se passe pas très bien parce que c'est pas tout à fait le poste que j'ai, on me fait faire aussi de l'hôtesse d'accueil, je fais des horaires de dingue, l'équipe est très compliquée. Gastronomie, je sais pas pourquoi j'y suis retournée. Ouais. Non, je dis ça, mais il y a peut-être ailleurs ça sera mieux. Non mais oui, non mais voilà, Ducasse c'était un rêve pour moi, je l'ai fait.
je suis pas tombée sur le bon management à ce moment-là. Je pense que les équipes étaient pas les bonnes pour moi, donc ça arrive. Malgré tout, je pense qu'il y a des gens merveilleux en gastronomie. Il y en a plein qui passent sur Top Chef, de grands chefs que j'adore, et qui sont des vrais gentils. Donc ça existe, mais voilà, là c'était pas le cas. Le chef était très gentil, tiens, pour une fois c'était le directeur de restaurant qui était un peu plus controversé. Le chef était adorable, Jocelyn Herland, qui est un chef connu, qui est passé au Meurice après. Et après je reviens en France vu que ça a été un peu dur. Je prends la direction commerciale d'un restaurant 1 étoile Michelin sur l'avenue Georges V, à côté du Prince de Galles et du Georges V. Je m'éclate là, génial. Il n'y a personne. En fait, je mène ma barque. Voilà, donc c'est un restaurant qui venait d'ouvrir, donc on le fait un peu exploser. Ouais, on explose les taux de remplissage parce que oui, il y a une vraie stratégie pour remplir un restaurant, pour faire tourner les tables, pour optimiser au maximum, parce que c'est des charges très lourdes, surtout sur des restaurants étoilés. Et puis il y a toute la partie événementielle qui se construit aussi, parce que c'est un restaurant qui pouvait être privatisé en journée, sur des services où il y avait quelques tables et qu'on pouvait à la place le fermer et faire des lancements de marque, etc. Donc ça a beaucoup de succès parce que c'est un très très beau restaurant. Et puis après, au bout de 6 mois, je m'ennuie. Moi, ça a toujours mené ma carrière, hein. Je m'ennuie, donc je leur dis, je voudrais bien diriger tous les restaurants du groupe commercialement. Clémence, on est super content, mais t'es un peu jeune. Ça m'est beaucoup arrivé aussi, t'es un peu jeune. Donc j'ai dit, soit chef, mais là je commençais à être un peu plus solide. Là on sent les années difficiles. Je dis, chef, je comprends, mais moi, soit vous me permettez un petit peu de monter sur d'autres compétences, soit je vais reprendre mes études. Il me dit, mais non, tu ne partiras pas, tu ne quitteras pas, t'es bien avec nous. Je dis, si, je vais partir. Si tu vas voir, je vais te montrer. Voilà, et donc là, j'arrive en master, je fais un stage en maison d'édition dans la gastronomie, super intéressant, parce que je comprends un peu les rouages de la presse gastronomique. Et puis je fais une et en fait moi j'étais venue dans cette maison d'édition en tant que chef de projet événementiel, parce qu'il crée un événement autour de la gastronomie. Et puis après je fais un stage au Four Seasons à Paris, qui était aussi un de mes rêves. Voilà, j'avais dû casser Four Seasons. Pour moi, Four Seasons c'était l'hôtellerie de luxe par excellence. C'était la plus belle marque du marché. À mon époque, voilà, en tout cas, c'est celle qui me... Donc j'étais aux anges d'être aux anges 5. Ok. Et donc c'est là où tu as rencontré finalement la boîte qui faisait de l'apporteur d'affaires, c'est ça? Pas encore. Après, je vais au Plaza. Après, je vais chez Fauchon. Et chez Fauchon, je rencontre Privatiseur. On peut le citer, hein. Oui. Qui est une start-up. À l'époque, une toute petite start-up qui propose une marketplace avec plein de lieux événementiels. Et moi, je me dis, mais quelle idée de ouf! Voilà, je trouve ça génial, je suis très emballée. En fait, ils ont mis sur une plateforme ce que toi, tu faisais à la main, finalement, dans le... Non, pas tout à fait, parce que moi, je travaillais au niveau de l'établissement et je réceptionnais toutes les demandes entrantes d'événementiel. Et le but, c'est de les transformer, etc. Et faire en sorte que le client soit content et que les équipes puissent bien travailler. Mais Privatiseur permet à ceux qui organisent des événements d'avoir une flotte de lieux proposés. Possible, ouais. Okay. Ce qui est très compliqué pour les organisateurs d'événementiels jusque-là, de trouver un lieu. Parce que, en fait, il y en a 2-3 qui sont connus parce qu'ils ont bien travaillé leur com. Puis tous les autres, des petits lieux qui peuvent être absolument extraordinaires, mais qui sont introuvables. Donc, en fait, Privatiseur et d'autres, il y en a d'autres sur le marché maintenant qui sont connus. Il y a Cactus notamment, voilà, qui Snap Event, enfin il y en a plein, qui permettent à ces organisateurs d'événements de faire leurs recherches. Ce qui est un métier à l'époque au sein des agences. Dans les grosses agences événementielles, il y a des event finders et leur boulot, c'est de ratisser les villes et d'aller visiter des lieux et de les rentrer dans un catalogue en interne avec tous les prix, etc. C'est des gros boulots. D'accord. Qui, au fur et à mesure, sauf que c'est pas partagé, quoi. C'est chaque agence a son propre catalogue.
Alors que là, c'est Privatiseur qui rassemble le catalogue pour tout le monde. C'est ça. Et moi, quand je rencontre privatiseurs, ils ne font que des lieux pour aller boire des coups entre copains facilement, quoi, quand on est un groupe de potes. Parce qu'à Paris, ça peut être difficile quand tu te pointes à 15 un samedi soir dans un pub, quoi, d'avoir une place. Ok. Voilà. Parce que c'est très tout est blindé. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, on va vous permettre, parce que il y en a un notamment qui est rugbyman et en sortant des matchs ou des entraînements, ils aiment bien aller boire des coups entre copains et en fait ils trouvent pas de place, quoi. Donc ils se disent putain, c'est chiant à chaque fois, puis on est que des mecs, alors les mecs nous veulent pas parce qu'il n'y a pas de nana, machin, donc il faut qu'on crée une plateforme pour réserver. C'est de là que vient le besoin. C'est ce que j'ai entendu, ouais. Quoi, en interne, que d'ailleurs je sais pas si c'est une histoire qui est publique, mais je pense, parce que j'ai jamais cru comprendre que c'était secret. Tu me mettras les créateurs de Privatiseurs dans la liste d'invités. C'est ça. Et qui pourront confirmer ou pas la version, mais voilà. Voilà comment ça démarre. Et puis en fait, très vite, ils ont de la demande d'entreprise. Et ils se disent, tiens, c'est intéressant. Et c'est là où moi j'arrive, pour construire tout ça. Parce qu'en fait, c'est des centraliens, donc ils connaissent pas le monde de l'événementiel, quoi. C'est un peu flou pour eux. Oui, à part le BDE peut-être. Oui, il y avait du BDE dans la bande des fondateurs. Ah ouais. Ok. Et donc du coup, toi, tu les rencontres pendant que tu es en train de travailler donc chez Ducasse. Fauchon. Fauchon, oui, pardon. Ouais, pas de soucis. Il y a beaucoup trop de noms de mecs célèbres, je suis perdu. Chez Fauchon, et qu'est-ce qui te fait dire ok, je quitte un truc qui est assez prestigieux quand même pour rejoindre une équipe qui est finalement un peu connue? Ce qui me fait dire ça, c'est que... alors non, là je m'amuse bien, mais j'ai quand même été bien échaudée de... mon directeur direct, qui est directeur des restaurants Fauchon, me dit je ne sais pas si je vais rester. Et moi, je me dis, je prendrai plus le risque de pas travailler avec des gens que j'adore dans la restauration. Donc, c'est soit j'ai un directeur avec qui on est vraiment lié, on a une entente professionnelle qui est parfaite, soit je veux même pas en entendre parler parce qu'il y a eu beaucoup trop de moments difficiles où soit je m'ennuie, soit je suis bloquée sur un poste qui est pas du tout ce qu'on m'avait promis. Enfin, il y a eu plein de soucis. Tu les as tous eus. J'ai à peu près tout fait, voilà, comme je pense que j'ai fait le tour, donc je prends plus le risque. Et du coup, en discutant avec Privatiseur, moi je suis carriériste, j'aime travailler, c'est vraiment quelque chose, je m'épanouis au travail énormément, et je me dis, quelles sont mes possibilités d'apprentissage sur tout ce qui est un peu digital dans l'hôtellerie-restauration, alors que ça devient essentiel si un jour je veux diriger un établissement. Je suis obligée de comprendre les rouages. Et donc je me dis, quoi de mieux que d'apprendre de l'intérieur. Voilà. Et en fait, c'est comme ça aussi que je me dis, même si... Ouais, ça t'aurait fait les deux mondes, quoi. T'aurais fait tout le côté hôtellerie-restauration et t'aurais fait tout le côté digital. Là, t'avais le profil... c'est ça. Et derrière, l'idée, c'était de revenir dans l'hôtellerie et de dire, maintenant, je vais être directrice marketing. Ouais. Ok. Bon, ça n'est jamais arrivé. Mais c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Et du coup, tu pars chez eux ça a été quoi ton rôle finalement? J'étais directrice event. Mais en gros, c'était recevoir les demandes événementielles, les classifier, essayer de voir un petit peu les typologies qu'on a, comment est-ce qu'on fait évoluer le produit et l'expérience client au niveau du site internet et du back-office pour séduire les clients, au-delà de séduire, il y a déjà faire en sorte que la fiche événement et le parcours dans le site internet fassent qu'ils comprennent qu'ils vont pouvoir trouver le type de lieu pour leur événement sur Privatiseur. En gros, c'est une marketplace de lieux, finalement. Tout à fait. Donc Airbnb, je prends Airbnb parce que c'est le plus simple. Mais en gros, sur Airbnb, c'est bien rangé, quoi. Il y a une descriptif du logement. Après, il y a tous les équipements. Et il faut faire pareil, mais pour un lieu événementiel, quoi. Oui, et donc, en gros, dire ok, je vais faire un événement où j'ai besoin de ça, il faut que ça y est, quoi. C'est ça. Et il y a des choses très techniques, genre les professionnels de l'événementiel, les gens qui en organisent beaucoup, ils veulent tout de suite savoir, ok, quelles sont les capacités par format.
sur un lieu. Si je fais un format cocktail, c'est quoi la capacité? Si je fais un format assis, c'est quoi la capacité? Assis en table ronde, assis en théâtre. Il y a quand même un peu de... C'est pas très compliqué, mais il faut savoir, en fait, ce qu'attendent les clients. Donc moi, je suis un peu au milieu. Je suis entre les clients, le produit, l'équipe dev, et les partenaires, donc les lieux qui se référencent, qu'il faut aussi suivre, parce que si eux ne prennent pas bien en charge le client, eh ben on le perd aussi. Ah bah oui, il dit c'est de la merde privatiseur, alors que s'il faut c'est juste la salle qui était pourrie. Voilà, donc en fait il faut que tout ça, ça soit un cercle vertueux. Donc moi je suis au milieu, donc c'est super, franchement super, très intéressant. Quand t'es rentré dans la boîte, ils étaient combien? On était 3, 4, 5, 6, on était 6 avec 3, 4 stagiaires, on va dire qu'on était une dizaine. Ok, ouais. Ah oui, t'as vraiment changé des gros trucs bien vénères à une petite équipe familiale, quoi. On me dit, Clémence, tu vas travailler avec ton ordinateur portable, j'en avais pas. Parce que j'avais toujours eu un ordi au travail. Ouais. Bref, je m'étais fait voler le mien des années avant, je ne vais pas remplacer parce que j'en avais au travail, j'utilisais mon téléphone dans ma vie privée. Bon voilà, j'arrive dans un incubateur, on est rue de Rennes, c'est un incubateur de la French Tech je crois. C'est comment il s'appelle? C'est pas grave. Non mais c'est... Ouais, ça me reviendra peut-être. Mais du coup il y a plein d'autres boîtes, il y a ce côté un peu... Moi je n'avais jamais travaillé dans ces conditions quoi, donc c'est très rigolo. Et puis on me dit, pour gérer toutes tes demandes entrantes, tu vas utiliser Trello. Voilà, donc là ça commence. Je rentre dans la... Moi je connaissais pas tout ça. Hein. Je dis Trello. On n'est pas sur Excel. On n'utilise pas des post-it. Ouais, donc grande découverte. Ok. Et du coup t'as fait privatiseur pendant combien de temps? Ça a duré 2 ans à peu près je crois. Ok. Et vous êtes... La boîte elle a scale de combien de personnes à combien de personnes quand je suis partie, on était... Quand je suis partie, on devait être une 50aine. Ah oui. Et quelques mois après, ils étaient une centaine. Donc... Ouais, de toute façon, en général, c'est... Ouais. Après, ça allait vite. Après. Ouais. Donc j'ai vraiment vécu le moment où ça y est, c'était en... Le succès arrivait quoi. C'était aussi très 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 intéressant de voir. Parce que c'est très intéressant de voir une boîte comment elle imagine sa croissance, comment elle recrute, comment elle onboard, c'est très compliqué de gérer une croissance. Donc c'est très intéressant. C'est ouf même comme c'est complexe. Et je ne pensais pas parce que ça m'a beaucoup aussi apporté. Après, mon aventure oui, pour la boîte que tu es en train de construire, je suis sûr que tu as déjà plein d'exemples. Tu dis ça, on veut pas faire ça, on va faire ça, on va pas faire. Exactement, ouais. Oui, hein, malheureusement, heureusement, tu fais ton ménage après, quoi. Tu dis ça me parle, ça me parle pas. Ce sera pas pareil. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, souvent il y a plein de startups qui cherchent à recruter, qui disent on veut quelqu'un qui a déjà vécu le 0 à 50 employés, quoi. Parce que en fait, tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'il va y avoir plein de changements, tu sais que ton rôle il va changer, tu sais qu'il va falloir que ton métier tu le donnes à d'autres personnes aussi, il y a plein de choses. Et du coup, pendant que tu étais à Privatiseur, c'est là où vous êtes parti sur l'idée de Booking Check. Ça s'est passé un peu comment Pas tout à fait. Donc moi, à un moment donné, on décide de quitter la France avec mon conjoint et parce qu'on veut devenir nomade. On veut pouvoir travailler d'où on veut. Et à plus long terme, on sait qu'un jour, on veut une famille et on veut pouvoir être complètement libre professionnellement. Donc pouvoir faire nos horaires, pouvoir travailler d'où on veut dans le monde. Pour mon conjoint, beaucoup plus simple, parce que lui, il a quand même un profil déjà très tech, CTO. Donc clairement, trouver des missions, que ce soit en freelance ou travailler sur des projets de boîte, mais en remote. Moi, j'ai quand même encore ce gros tampon hôtellerie-restauration. Mais je me dis,
est-ce que je pourrais pas vendre du conseil, soit des startup food, dont je connais très bien le secteur et je connais maintenant assez bien la startup, ou sur des hôtels, restaurants, qui je peux faire du conseil commercial marketing. Parce que je suis aussi beaucoup plus à l'aise sur le marketing grâce à mon expérience chez Privatiseur. J'ai beaucoup de mal à me vendre. Honnêtement, le marché s'intéresse pas à des profils. En tout cas, le marché francophone s'intéresse pas à des profils comme moi. J'ai pas cherché le marché anglophone. Donc voilà, peut-être que ça aurait pu, mais en tout cas francophone. Et côté start-up, côté hôtellerie, tout le monde s'en fout. Hein. Okay. Parce qu'en fait, ils cherchent plutôt des grandes écoles sur des secteurs comme sur lesquels sur les secteurs sur lesquels moi j'aurais pu intervenir. Sur le BizDev, ils cherchent des grandes écoles de commerce. Sur le Customer Support aussi. Voilà, je suis pas sexy sur le papier. Donc voilà. Et puis j'ai ce truc qui tourne sur... parce qu'en étant chez Privatiseur, je me rends compte que la gestion des demandes par les établissements, elle est quand même très compliquée. Très, très compliquée. Et je me dis, mais c'est quand même un truc de fou qu'on ait accès à toutes ces technos grâce aux développeurs aux développeurs très talentueux, mais que dans l'hôtellerie-restauration, on gère des demandes événementielles comme il y a 30 ans. Ça n'a pas changé. Un petit calendrier, un petit Excel, et puis tu as un petit logiciel de compta. Voilà, on voit à peu près tous la même chose, sauf sur des très grosses structures comme les hôtels dans lesquels j'ai travaillé, où on a des logiciels, des dinosaures, des trucs. Il faut apprendre presque un langage spécial pour rentrer des éléments dedans et tout. Moi, je faisais des formations internationales, payées par le groupe, etc., où on prenait l'avion pour aller faire des formations sur nos logiciels événementiels, qui étaient tellement complexes que ça nous prenait plus de temps de l'utiliser que de ne pas l'utiliser. Ouais, il valait mieux faire tout sur un Excel et après recopier. Sauf que le siège n'était pas très content parce qu'ils avaient un petit peu besoin des datas. Donc c'était la guerre avec ces logiciels. Donc bref, je me dis, c'est quand même bizarre. Mais moi j'étais toujours dans mon idée de consulting, donc j'essayais de me vendre. Voilà, je suis pas une très bonne commerciale de développement commercial, en tout cas à l'époque, ça peut changer, mais merci l'entrepreneuriat. Mais voilà, à l'époque, appeler quelqu'un que je connais pas pour lui dire coucou, tu sais pas quoi, j'aimerais bien te vendre mes services. Impossible. Je suis beaucoup trop timide, c'est beaucoup trop dur. Je pense que tu peux dire j'étais beaucoup trop timide. Je suis beaucoup moins quand même. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais voilà, comme tu dis, j'étais donc impossible. Et puis Reda, avec qui mon conjoint, avec qui on discute beaucoup, me dit mais je pense qu'il y a vraiment je pense qu'en vrai il y a quelque chose parce que vraiment ça faisait des mois qu'on en parlait, hein, c'était pas. Ouais. Donc ça doit faire à peu près 6 mois que j'ai quitté Privatiseur. Et il me dit mais oui, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, mais arrête d'essayer de te vendre en conseil là, on arrête. On voit bien que c'est compliqué. Et puis en plus, tu vas vite être bloqué, tu pourras prendre 2-3 clients, puis après, ce sera fini, parce que tu n'auras plus le temps humain. Faisons un logiciel, dessine-moi ce que tu as en tête, ce que tu n'as jamais eu. Moi, je vais coder. Et en parallèle, rien ne t'empêche de faire du conseil aux gens qui utilisent le logiciel. Oui. Parce que moi, j'aime bien m'occuper des gens. C'est le truc qui me rend heureuse. J'aime bien aider les gens professionnellement. Voilà, j'adore ça. Donc je me dis, c'est un bon deal, c'est sympa. Je suis aussi très process, donc toute la partie logicielle et tout, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien créer des process très clean pour qu'on ne perde pas de temps sur des trucs de merde, genre écrire des emails. Et en événementiel, quand on suit des dossiers clients, on en écrit plein. Voilà, donc c'est comme ça que ça commence. On est à Bali.
Ça fait 6 mois que j'ai quitté Privatiseur. Reda a créé une première boîte pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Lui, il fait du freelance. Moi, j'essaye de faire des petites missions food tech, etc. Là, c'est un peu difficile. J'ai des touches, mais c'est très très difficile. Et on commence à dessiner et à coder. Okay. Et moi, en parallèle, je commence à aller chercher des emails d'établissements où je sais déjà qu'ils ont des problèmes de gestion parce que je les ai pratiqués chez Privatiseur et je vais sur leur site internet, leur Facebook page, leur récupérer de l'adresse mail pour pouvoir faire des emailing une fois que le produit sort. Voilà, et ça dure 1 mois. Donc on fait un produit en 1 mois, ce qui est très rare, je le sais. Qu'un produit, attention, hein, simple. Vous faites quoi En 1 mois, on fait un calendrier qui synchronise plusieurs sources de réservation. Ok. Voilà, qui est un des plus gros problèmes, c'est-à-dire que tu travailles avec plein d'apporteurs, tu as tes sources en direct, Internet, Facebook, Google My Business, etc. Et tout ça, tu es obligé de le reporter à la main dans un calendrier. Donc on enlève ce problème-là. Voilà, c'est le premier, déjà un gros problème. Qui est déjà un gros problème très chronophage. Sachant qu'on s'adresse à des établissements qui n'ont pas de service commercial, des bars, des restaurants, où c'est le directeur et les managers qui s'occupent de ça. Donc on commence par ça. Et c'est comme ça qu'on va faire notre première vente. C'était qui la première vente? La première vente, c'est le Thirsty Mad Cat, qui est un pub pas très loin du Palais de la Bourse à Paris. Et qui appartient à un groupe qui s'appelle le Mad Group. Et c'est eux qui vont acheter le logiciel en premier. C'était quoi le premier prix que vous aviez mis sur le logiciel que vous avez fait? On n'avait pas de prix, nous. Nous, on a fait... en fait, on leur a dit, on pense qu'on sera autour de 50 € par mois pour ce produit-là. Mais en fait, là, on a besoin de clients pour utiliser, pour voir ce qui marche pas. Donc pendant 6 mois, on ne vous fait rien payer. On vous l'offre. Voilà. Donc pendant 6 mois, ils n'ont rien payé. Et en fait, du moment où on a rencontré le Thirsty Mad Cat au moment où on les a fait payer, on avait absorbé déjà tous les bars du groupe. Qui du coup ont décidé de l'installer partout. Et ils nous ont fait du bouche à oreille. Donc on avait déjà, on va dire, une quinzaine d'établissements qui utilisaient. Et pendant 6 mois, en fait, on a un petit peu développé le produit parce que c'était vraiment... oui, vous aviez mis les bases en place, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il fallait un petit peu... Voilà. Tu veux que je continue? J'avais une question. Vas-y. J'ai vu que tu étais parti sur une phrase, donc je t'ai laissé continuer. Du coup, sur les établissements, là, donc les Mad Cat, tu leur as dit ça sera 50 € par mois par établissement, c'est ça? Oui, on leur a dit autour de 50, mais on s'est engagé, on a promis qu'on fixerait le prix ensemble. Cool. Que arbitrairement, du jour au lendemain, on n'allait pas leur dire c'est 300 balles. D'accord. Donc c'est de la confiance après. Mais les bars-restaurants, ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est des rapports humains, c'est de la confiance. Il faut aller voir les gens, il faut serrer des mains, il faut passer du temps, il faut les écouter, il faut les aimer. Voilà, c'est vraiment un monde... Alors là, du coup, c'est ma chance que je connaissais. Et je sais comment ils fonctionnent. Donc, je savais que, en fonction de mon comportement, j'allais créer un climat de confiance et que quand je leur faisais une promesse en disant... Je m'engage à ne pas fixer un prix sans votre accord pour votre groupe. Ils savaient que c'était pas, je mentais pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a fixé le prix ensemble. Et du coup, tu te dis, tu avais besoin de les voir. Ça veut dire que entre le moment où vous avez commencé le produit à Bali et le moment où ils deviennent clients, vous êtes rentré en France pour les voir? Non, ils ont commencé à l'utiliser avant qu'on arrive. Sur un établissement. Et après, en fait, ils voulaient faire un gros virage. C'était un groupe qui voulait se séparer des apporteurs, parce qu'ils avaient des relations très compliquées avec les apporteurs d'affaires. Et qui voulaient remaîtriser leur trafic, leur flux de demandes de réservation.
Et donc j'ai rencontré les fondateurs du groupe parce qu'en gros ils me disaient voilà, nous on veut quitter les apporteurs, on veut tout récupérer en direct, on a un petit peu peur de faire son mouvement parce qu'on a peur de perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Est-ce que toi tu as des éléments pour nous aider à faire ce travail-là? Et évidemment oui j'en avais. Là t'as sorti la partie conseil. C'est ça. Et voilà, et c'était des choses simples, hein. Ils n'avaient pas de site internet, sur leurs réseaux sociaux, leur Google My Business, il n'y avait pas de lien pour réserver, enfin il y avait juste des choses de base à faire, les photos, voilà, et ils ont quitté les apporteurs, ils ont installé nos outils, ils ont fait des sites internet, on leur a fait des sites internet, à l'époque on en faisait, on en fait encore parfois, mais c'est vraiment, on n'est pas une agence de site internet, donc on le fait vraiment quand c'est des gens qu'on affectionne particulièrement pour leur rendre service. D'accord. Et ils ont tout quitté et ils ont plus de flux qu'avant. Donc ils sont très contents. Ah oui. Voilà. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de bars qui pensent que c'est pas possible et qui se sentent coincés dans quelque chose. C'est possible. Il y a du travail, mais c'est possible. Oui. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Quand tu es entrepreneur, tu te rends compte que tout est toujours possible. Ça demande un certain effort, mais c'est toujours possible. C'est possible. Alors qu'au début, tu vis dans un monde où tu dis ah non, ben non, j'ai pas fait les bonnes études, c'est mort. Non, c'est possible. Tu vas galérer sa mère, mais c'est possible. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc c'est exactement pareil. Donc voilà. Et donc, vu qu'il y avait toutes ces discussions, etc., et qu'ils étaient vraiment sur repenser leur stratégie, que nous, on n'était personne, on n'avait aucun client à part eux. Ouais. Bah oui, il faut y aller. Il faut se montrer, il faut un peu de physique. Parce que c'est un monde qui est encore à l'ancienne, quoi. Tout ne se passe pas en ligne, ils sont pas ultra digitalisés, ils sont dans du rapport humain, ils accueillent des gens tous les jours chez eux. Donc voilà, ils ont besoin de sentir les gens qui sont en face d'eux. Et c'est drôle parce que tout à l'heure tu parlais de votre mode de vie que vous aviez choisi, où vous vouliez être nomade, vous vouliez vivre un peu d'où vous voulez, pas avoir de problématique de que vivre quelque part ça soit une problématique. Finalement le business que vous avez créé, c'est avec des gens où il faut y aller. Et c'est une dualité assez intéressante parce que finalement vous arrivez à le faire, vous continuez à être nomade là, alors que vous menez ce business, donc c'est que tout est possible. C'est possible. Encore une fois, c'est du temps, de la patience et c'est éduquer ses clients au fait que oui, on ne sera pas là physiquement, mais déjà on est beaucoup plus rapide si on fait des visios parce qu'on n'a pas des temps. Parce que même si on était à Paris même, des temps de transport, on va aller chez eux, il va y avoir la livraison, le manager qui vient pas, donc en fait ils vont pas être avec nous. Donc la formation qu'on est censé faire ensemble ou le point qu'on est censé faire ensemble, en fait on va pas le faire parce qu'ils vont être dérangés 15 fois. Alors qu'en fait en visio, ils sont là, ils sont en face de nous, ils ont pas le choix, ils peuvent pas partir parce que sinon on se voit plus, on se parle plus, et on n'a pas tous ces temps de transport, de latence, donc on est beaucoup plus efficace, mais ça prend du temps de leur montrer que tout va bien. On va pas se prendre dans les bras, mais on va se voir, il y a pas de problème. Et puis on y va quand même de temps en temps. Mais pour du fun, du coup. Quand on y va physiquement, sauf certains cas particuliers, on y va pour du fun. On y va pour organiser des soirées avec eux, pour se faire des dîners, pour se faire des déj, pour boire des cafés, pour visiter leurs lieux. On y va pour se voir, quoi, par plaisir. Donc c'est aussi très sympa. Pour créer du lien. Ouais. On n'est pas que des partenaires, on est aussi des gens, on peut aussi être des gens qui s'apprécient. Donc voilà, on y va pour les connaître. Quand tu on peux dire, comme tu m'avais dit en off, mes clients, ce sont aussi mes amis. Ouais, mais oui, complètement. Pour beaucoup, il y en a qui nous connaissent pas encore bien, donc ils sont encore en découverte. Mais il y a énormément de clients avec qui on est amis, tous les clients fidèles en fait. On connaît leur vie personnelle, on sait ce qui se passe, on s'appelle, on se raconte, on commence toujours quand on s'appelle par prendre des nouvelles, mais comme quand on appelle un pote, quoi. C'est exactement pareil, c'est la même relation. Trop stylé. Tu penses que ça a un impact sur comment il tourne votre business ? Oui. Parce qu'il y a des gens qui run des SaaS et c'est juste un SaaS, quoi. Il y a une landing page et tu parles à personne.
Ouais, non, nous aussi, si, ça a un impact énorme sur, déjà, c'est un impact énorme sur la demande entrante, parce qu'il y a beaucoup de recommandations clients. Ok. Nos clients nous font grandir. Il y a d'ailleurs beaucoup de clients qui nous ont demandé s'ils pouvaient investir dans la boîte. Donc ça, généralement, c'est aussi un signal de... Ça, c'est bon Ils se signe. sentent Ouais. vraiment impliqués. Enfin, ils sont rentrés... Nous, on appelle ça la famille Booking Check. Je dis sur les réseaux sociaux la Check Family. Et c'est vraiment ça. C'est une famille. Nos clients se connaissent entre eux, s'aident sur des problématiques qu'ils ont en commun. C'est pour ça qu'on fait les soirées, etc., pour qu'ils se rencontrent. Parce qu'en fait, ils ont Ok. tous les mêmes problèmes. Ils se renvoient des clients. Enfin, l'idée, c'est de créer des cercles très vertueux pour leur business. Et puis aussi parce que c'est un métier qui est dur, l'hôtellerie, restauration, l'événementiel, et que souvent on est très seul. Parce qu'en fait, c'est tellement des métiers prenants qu'on n'a pas trop le temps de réseauter, de networker, etc. Parce qu'on fait beaucoup mieux dans le digital, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et ben eux n'ont pas le temps. Donc nous, on le fait pour eux. En gros, on leur dit, venez, prenez 5 minutes, venez voir. On va vous présenter des gens, ça va vous faire du bien. Et ils adorent. Ils adorent parce qu'en fait, Ah bah oui. ils s'entendent hyper bien. Et ils ont les mêmes problèmes et ils s'aident. Et... Donc il y a ça. Et puis surtout, on a nos clients ne nous quittent pas. Parce qu'au-delà de ce qu'on leur apporte Rétention, comme produit, ils nous font confiance. Et en fait, une fois que cette confiance elle est installée, même si, je sais pas, il y a une petite fonctionnalité qu'ils aimeraient qu'on développe, bon, ils nous font confiance sur le fait qu'on va le faire. Et s'il faut attendre quelques mois, c'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, on leur apporte plein d'autres choses à côté. Voilà. Donc à part fermeture d'établissement, en 4 ans, on n'a jamais eu un client qui nous a quittés. Putain, c'est fou. C'est pas mal. Heureusement, parce qu'avec le Covid, Oui, si en oui, plus clairement. on avait eu une vague de départ, ça aurait été dur. Clairement. Du coup, ça, c'est un point qu'on va revenir sur le Covid et comment vous allez gérer ça. Du coup, là, j'aimerais un peu parler niveau revenu. Donc, ça fait 4 ans que vous gérez Booking Check. Là, c'est à quel niveau à peu près le revenu maintenant? Alors là, sur 2021, on va finir l'année avec un chiffre d'affaires autour de 100K. Ok, ça On commence a à être... eu une reprise exponentielle. Nous, on est en plein boom. La reprise pour nous Ok. est dingue. Donc on est ravis parce que le Covid c'était quand même dur. Hein. On était impactés de plein fouet. Il y a eu beaucoup d'intelligence entre nos clients et nous. Tout le monde a été très solidaire, donc c'était aussi un moment très émouvant, moi j'ai trouvé. Tout le monde était dans la galère et c'est nos clients qui nous ont permis de résister parce que c'est grâce à des clients qu'on a fait des missions freelance et qu'on a pu se payer et qu'on a D'accord. pu manger à la fin du mois parce que clairement c'était ça le problème, c'était de bouffer. Oui. Vous avez géré un peu comment le Covid? Parce que vu qu'ils avaient arrêté de bosser, vous avez fait quoi pour eux? Alors nous le produit était quand même live, on continuait à faire des développements, donc on n'a pas laissé le produit mourir. Il y a quand même des clients qui se sont qui vraiment n'ont rien lâché, qui se sont transformés, qui ont fait de l'événementiel digital. Et là, je parle de bars comme de lieux événementiels. Il y en a vraiment qui ont été hyper actifs, inventifs. Enfin, bravo, parce que fallait être résilient. Donc eux ont continué à utiliser Booking Check. C'est anecdotique, hein, c'était quelques-uns. Tous les autres se sont mis en stand-by. Évidemment, même ceux qui étaient en annuel, etc., on a coupé tous les abonnements. On leur a dit, pas de problème, on arrête tout. Même si pour nous, c'était dur, hein, parce qu'il n'y a pas de backup. C'est ton argent aussi, du coup, que tu arrêtes de faire rentrer. C'est ça, t'as plus de salaire. Hein. Surtout que nous, on a quand même passé plus d'1 an à gagner un SMIC pour 3. Parce que du coup, vous avez une petite fille. On a une petite fille je suis ici, donc on est des bootstrappers, donc il n'y a pas d'argent. J'ai pas une grand-mère qui a un appart à me prêter et mon père qui me donne 3000 balles par mois. Il n'y a pas. Donc il y a 0. Quand il n'y a plus, il n'y a plus à manger non plus dans le placard, quoi. Donc ouais, du coup, en gros, on s'était dit, allez, maintenant, parce qu'en gros, il y a eu 2 ans, 2 ans où on a créé Booking Check, on n'a pas développé du tout commercialement. Il y avait du bouche à oreille.
on s'arrêtait là, on construisait le produit avec tous les utilisateurs et doucement, on avançait sur le produit, la relation client, qui on était, notre modèle, ce qu'on voulait. Ça a pris du temps. On a eu un enfant entre-temps, donc une grossesse, un nourrisson. Moi, j'ai allaité. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui écoutent, mais l'allaitement, c'est très prenant, messieurs. Ça peut être 6 fois par jour. J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, c'était long. Voilà, on a eu un démarrage doux. Du coup, il y avait des petites missions freelance pour arrondir les fins de mois, etc. Parce que sur un abonnement à 100 € par mois, en moyenne, vous imaginez bien qu'avec 10 clients, on ne vit pas. On paye nos charges, mais on ne vit pas. Voilà. Et puis, à un moment donné, on a commencé à avoir une machine de guerre. Et là, mon conjoint, associé, partenaire in crime, mon tout, m'a dit, là, c'est bon, on s'y met à 100%. C'est parti, on lance la machine. Et ça, c'était 6 mois avant le Covid. Et ça marchait bien parce qu'on avait lancé toute la stratégie de contenu, parce qu'on n'a pas de développement, on fait pas du tout de développement commercial. Tout passe par une stratégie de contenu et de branding. Okay. Pour faire venir les gens à nous, en fait, et leur donner envie de travailler avec nous. Et après, on s'occupe des leads entrants, mais on ne développe pas. Donc ça, c'est un choix de stratégie. Et puis, arrêt net avec le Covid. Alors qu'on commençait à faire nos premiers très gros rendez-vous avec des marques. Zen Chef nous avait contactés pour qu'on collabore. Mais littéralement, je suis sortie des bureaux de Zen Chef pour la première fois un jeudi. Le samedi, Macron disait on ferme tout. Donc, gros coup de net. Voilà. Et là, ça faisait 1 an qu'on était au SMIG à 3. Dans un tout petit appartement, à essayer de se dire ok, on n'a pas beaucoup, mais on se concentre sur la boîte et normalement d'ici 1 an, on aura développé la marque, on aura développé notre visibilité, et on aura beaucoup plus de demandes entrantes, mais le contenu ça prend du temps, ça se fait pas en 3 mois. Voilà. Coup d'arrêt. Et là on se dit on va faire des petites missions. On continue à faire vivre le produit parce que du coup on a le temps de développer des nouvelles fonctionnalités aussi, parce qu'il y a moins de petits grésillements quotidiens de j'ai un bug, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On peut se concentrer sur des grosses fonctionnalités. Et moi je continue à faire vivre toute la partie contenu. Parce qu'ils ont tu faisais quoi sur le contenu? Articles. Donc les articles c'est vraiment du conseil, comment j'optimise mon business. Donc c'était très axé commercial événementiel avec un petit peu de communication marketing. Je dérive un petit peu parfois si ça a un lien, si ça a un impact sur le commercial, ce qui est souvent le cas. Et le podcast. Je continue à faire le podcast et pareil, les gens ont le temps. Donc ils ont le temps de venir sur le podcast, qui est le premier podcast événementiel du secteur. Donc voilà, c'était aussi nouveau pour ce secteur-là de se faire interviewer sur du commercial événementiel, toujours avec ce côté où les gens nous inspirent sur leur stratégie à eux, leurs histoires. D'accord, donc tu rencontres des directeurs d'établissements ou des gens qui gèrent la partie événementielle. Exactement. Et puis parfois des prestataires ou des partenaires sur le secteur, voilà, qui travaillent avec la même cible que les lieux. Oui, clients. Du coup c'est complémentaire, ça veut dire que les gens qui sont ton audience, c'est aussi un secteur qui les intéresse, enfin un sujet qui les intéresse. Exactement. Donc on continue à faire vivre et en fait tout ça fait que je network beaucoup plus. Et en fait quand ça a repris, donc plus d'1 an après, moi j'avais plus du tout le même réseau. J'avais un réseau beaucoup plus solide. Donc la reprise là, qui a commencé, mon téléphone a recommencé à sonner en mars-avril, c'est quand on s'est rencontrés à Madère. Ouais. Ça commençait, là je me suis dit, si Oulala. Ça reprend, faut qu'on soit prêt parce qu'ils sont chauds. Je me rappelle. Donc Covid dure, mais le Covid nous a beaucoup servi aussi parce que les lieux ont eu le temps de se poser, de réfléchir aux partenariats qu'ils voulaient aussi. Il y a un côté, il y a une espèce de, je sais pas comment toi tu le ressens, mais
moi j'ai vraiment eu l'impression que les gens voulaient donner une dimension beaucoup plus humaine à leur travail. Ce qui avant était un partenaire, une solution comme la nôtre, ça allait vraiment être ok, on a besoin d'un outil. Là, ils voulaient aussi que les gens qui soient derrière cet outil, ce soient des gens bien. Parce que je pense, notamment sur l'événementiel où ça a été aussi dur sur ce secteur, je pense qu'il y a eu un côté on veut que si ça répète, on veut des gens autour de nous qui vont pas nous cracher dessus. Ouais, parce que tout le monde va se tirer la couverture, parce que c'est la merde. Non, on veut des vrais partenaires, des gens qui vont rester solides avec nous, qui vont faire front. Et ça, ça nous a beaucoup servi parce qu'on a des valeurs très fortes sur notre relation client. Voilà, on parlait du fait qu'on était amis avec nos clients, etc. On met beaucoup de soins et d'attention sur notre relation client. C'est très très important. Vraiment, c'est des gens qu'on aime et on leur veut du bien. Parce que si eux ne vont pas bien, nous, on n'ira pas bien. Donc, il faut que ça soit un cercle vertueux. Oui, voilà. Pour te donner un exemple, du coup, mon père a un restaurant pour ceux qui ne savent pas, et le logiciel de caisse, il a dû râler pour que ça soit arrêté pendant qu'il avait pas, il y a personne qui a dit non mais t'inquiète, t'es fermé, bien sûr que tu payes pas. S'il avait pas râlé, il aurait pas eu le truc en pause quoi. Voilà. Et clairement, je pense que le mouvement que vous avez fait là, qui a été un méga sacrifice, parce que d'un coup tu te retrouves à dire ok, l'argent qui rentrait, non, gardez-le parce que ça va vous servir. C'est super beau comme truc, forcément derrière les mecs avec qui t'as bossé, ils en ont parlé, parce que tu dois être le seul des logiciels qui payent, qui leur a dit ça directement. Peut-être pas le seul, mais on va dire qu'il y en avait pas. C'était pas la majorité, je pense. Ah, mais c'est sûr que c'était pas la majorité. Nous, on a même fait des emailing pour leur dire est-ce que vous voulez arrêter ? C'était. Oui, voilà. T'étais proactif. C'était pas. On a été proactif. Mais t'as pareil, pas fait parce genre que. L'autruche. C'est ça. Tu dis rien, je vois rien. J'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Mais en gros, on a fait des emailing. Bon, c'est pas grave. Et je pense que tout à l'heure, tu parlais du fait tu me demandais si moi j'avais ressenti ce côté-là, que les gens. En fait, moi je l'ai pas vu au niveau des clients, parce que moi les clients de mes projets, je leur parle pas autant que vous, mais je l'ai vécu dans ma vie quotidienne où les gens cherchent beaucoup plus de sens dans ce qu'ils font. Ouais. Et le contact des gens avec qui tu es autour, ça fait partie du sens de ta vie. Donc je pense que c'est un truc assez global, et effectivement oui, dans ce sens-là on le voit bien, parce que t'as plus envie il y a plein de gens qui ont plus envie de bosser avec des gens nuls, des ou trucs pas sympa pourris. aussi, juste pas sympa. Ouais. C'est juste horrible. Nous, on est leur quotidien. Ils sont le logiciel qui est ouvert toute la journée sur leur ordinateur. S'ils ont besoin de nous, ils peuvent avoir besoin de nous parler très régulièrement. Donc si c'est pour appeler quelqu'un où tu as envie de te pendre à chaque fois que tu les appelles, parce que tu te dis déjà il va me falloir je sais pas combien de temps pour que quelqu'un me réponde. Après, quand on va me prendre en charge, c'est ce qui est courant sur des SaaS, hein. On va répondre à côté de ma question parce que le mec en face il comprend rien. Après, ça va mettre une plombe à être corrigée ou qu'on m'explique comment faire, etc. Donc c'est t'as envie de travailler avec des gens avec qui il va faire bon travailler quoi. Donc du sens dans ta vie perso, et du coup ça s'est reporté sur la vie pro où les gens ont voulu du sens aussi dans leur vie pro. Donc ça c'est la bonne nouvelle du Covid. Mais clairement, je le vois de plus en plus, et même moi en fait, tu viens de m'y faire penser, mais il y a plein de logiciels que j'utilisais, et quand j'ai tâté le service client et que c'était de la merde, j'ai dit non, plus jamais des trucs avec des services clients pourris, parce que c'est important en fait d'avoir un vrai contact quand ça va pas. Tu veux pas un mec qui te réponde. L'expérience que j'ai eue la semaine dernière, tu vois, c'est le mec, genre j'essaie de transférer de l'argent de Revolut à PayPal, et du coup ça marche pas. Je contacte Revolut, et Revolut il me dit oui, c'est parce que PayPal il demande pas un 3D Secure et que maintenant c'est obligatoire. Je dis ok, je contacte PayPal, et PayPal il me dit non mais c'est votre banque qui a refusé. Je dis oui, elle refuse parce que la loi dit qu'elle est obligée de refuser. Et il me renvoie genre un truc de FAQ, c'est juste après, je suis mais... Ouais.
écoute juste ce que j'écris, quoi. Et je te l'ai dit. C'est quoi le problème? Comment le résoudre? Enfin, je t'amène un truc sur un plateau, le mec me renvoie la FAQ. J'étais là, je fais, mérite que tu brûles, toi, avec tout PayPal. Ils t'ont énervé. Ah, ils t'ont énervé. Ouais. Mais je trouve mais ça. Oui, t'as raison. T'as raison. On est tous dans le même cas. C'est horrible d'avoir un problème et d'avoir quelqu'un qui comprend pas en face. La personne n'aura peut-être pas la solution, mais si déjà elle prend le temps de bien comprendre, de bien écouter et que tu sens que tu es compris, déjà tu es beaucoup plus satisfait, même si la personne n'a pas la solution. Parce que tu dis, ah, elle a compris, elle a fait de son mieux, elle n'a pas la solution, donc c'est pas de sa faute non plus. Parce que je sais pas, bref. Oui, voilà. Mais en plus j'ai trouvé sur des forums après, l'explication elle est toute simple, c'est que 3D Secure c'est en train d'être mis en place et qu'il y a certains services de PayPal qui l'ont pas encore, mais ça va venir. Ouais. Bon, bah, voilà. Et j'aurais eu ça, le mec c'était très bien, j'étais content, j'étais bon, voilà. Ok, je vais trouver une autre solution. Non, le mec m'a envoyé une FAQ genre inhumanisé quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que avec Reda on est très, comment je pourrais dire, on croit beaucoup au fait que pour monter un SaaS dans un secteur, il faut une expertise. Avoir une idée, c'est bien, mais après, il faut une vraie expertise du secteur. Donc en fait, il faut soit en venir du secteur dans lequel on entreprend pour avoir une vraie connaissance, soit y aller. Il faut passer du temps sur le terrain, parce que sinon, en fait, tu peux pas avoir un bon service client, parce que tu ne comprends pas les gens à qui tu parles. Donc, nous, par exemple, si on n'avait aucune expérience dans l'hôtellerie-restauration et l'événementiel, mais on serait perdu. On ferait n'importe quoi. Rien que les réglages du logiciel, parce que nos clients se disent « Ah, je vais faire un réglage comme ça », mais eux ne maîtrisent pas le logiciel comme nous, parce qu'ils sont onboardés, c'est leur début, et c'est le moment où on fait tous les réglages. Donc ils vont se dire bah, « Tiens, on va faire ça comme ça », mais ils vont oublier qu'ils ont telle particularité qui ne va pas rentrer dans cette case qu'il faut faire ailleurs parce qu'ils ne connaissent pas la map du logiciel par cœur. Et nous, si on ne comprend pas leur particularité, parce qu'en fait, on ne connaît pas du tout le secteur, bah, en fait, ils se retrouvent avec un truc qui ne marche pas. Bah déjà, tu n'aurais même pas fait les réglages de base, tu n'aurais même pas mis peut-être ouais, la case de il faut telle ils auraient été juste là, bah, ça ne marche pas pour nous. Voilà, il n'y a pas. Donc, l'expertise du secteur sur lequel on est, moi, je pense que c'est indispensable. Et je pense qu'on peut tous tout apprendre. Ça, c'est une question d'intérêt, de passion. Mais il faut s'en donner les moyens. Donc, j'ai un cher développeur. N'hésitez pas à lâcher vos ordinateurs si vous voulez entreprendre sur un secteur et aller passer du temps avec les gens sur le terrain. Déjà, vous allez beaucoup vous amuser parce qu'il y a des gens qui sont tellement contents que vous alliez les voir parce que vous êtes un peu... Mais c'est vrai, hein, les développeurs, c'est un peu toujours les... Oh, tu te rends compte, lui, il sait faire ça et tout. Donc les gens sont hyper impressionnés. Vous arrivez un peu comme des super-héros et puis ils sont trop contents que vous passiez du temps avec eux. Personne ne le fait. Aucun développeur le fait. Donc déjà, vous avez gagné au niveau business. C'est vrai, hein, quand on développe un truc qu'on veut vendre à une cible, si on va passer du temps avec les gens, moi j'ai même déjà fait des journées comme une stagiaire chez certains clients, où j'observe, je regarde et tout, même si moi c'est mon métier, je le connais pourtant. Mais j'y vais parce qu'en fait, leur méthode n'est pas forcément ma méthode. Et si je ne les comprends pas, si je garde pas un pied aussi pour être toujours à jour sur le secteur, bah, je vais être perdue et en fait mon produit va en être impacté, mon service client va en être impacté, etc. Donc voilà, et Reda aussi, il faut qu'il aille rencontrer la cible, les comprendre, faire des calls, etc. Il en fait beaucoup moins que moi, évidemment. C'est pas son cœur de métier de faire ça dans la boîte. Mais s'il ne les connaît pas, s'il ne les comprend pas, il peut pas non plus proposer la bonne techno sur une problématique. Donc voilà, ça c'est ce sera le petit message de Booking aux indie makers. Allez sur le terrain. Ne pas oublier d'être un débutant et aller sur le terrain. Ouais. Et on s'en fiche de pas tout maîtriser. C'est pas grave d'arriver chez des clients et de dire je connais pas ton truc, explique-moi. Les gens sont toujours contents de parler d'eux et de leur métier, tout le temps. Surtout si tu es en train de leur dire en plus je viens parce que j'aimerais essayer de solutionner tes problèmes. Bah ouais. Viens mon gars. Et c'est ça. C'est ça. Donc voilà, ça c'est vrai que et ça impacte tout le business. Tout le business. C'est vraiment ça s'infiltre partout ces bonnes pratiques de passer du temps
chez Ouais, ces clients. j'ai un super exemple pour ça qui est, je pense, ultra flagrant. La première boîte où j'ai bossé, U2U, donc on gérait des livraisons de livreurs. Monsieur Tout le monde peut devenir livreur pour U2U. Putain, j'en aurais parlé un paquet de fois U2U dans ce podcast. Et du coup, on a créé un logiciel qui permet de gérer les livraisons, voir où ils en sont, les livreurs, avec une application. Et en fait, on avait quelqu'un qui gérait au support les livreurs pour savoir où ils en étaient, est-ce qu'ils étaient à l'heure, etc. Il passait un temps fou à faire du support, à savoir où ils étaient les mecs. Enfin, vraiment, il était tout le temps... je pense qu'il était à 100 livraisons par jour, il était saturé. Genre, il passait la journée de 8h du matin à 20h et il était... Fallait pas lui parler de la journée, parce qu'il avait pas le temps. Le pauvre. Ouais, il était vraiment dans le mal. Et donc le CEO, qui était aussi son père, je pense que ça a aidé, il a dit, bon ben on va tous faire un peu de support, comme ça ben, il y aura des jours où il pourra faire autre chose, parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir, en fait, il est tous les jours en action, et du coup il peut même pas améliorer ses propres process ni rien. Et du coup, quand on a commencé à faire son taf, moi je suis arrivé au support, et en fait je vois que le mec il fait des trucs useless, enfin pas useless, mais il n'y a pas besoin qu'un humain les fasse. Par exemple, à chaque fois qu'un livreur il rentre pas dans la zone de livraison, dans la période de temps, dans la fourchette de temps, il lui envoie un message pour savoir est-ce que tout va bien. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi c'est toi qui fais ça? Genre, le logiciel, il a le numéro du mec, il a tout, on peut lui envoyer un message, et comme ça, on voit s'il répond, et toi, t'as juste à gérer les réponses. Donc déjà, t'as plus besoin d'envoyer des petits messages. Et il était là, mais ça serait ouf, ça. Et du coup, après être passé, on a fait 2 ou 3 développeurs qui sont passés au poste de support. Après ça, il est passé de 100 livraisons à 1000 livraisons par jour, et moins de difficultés pour 1000. Avec les mêmes outils, quoi. Ouais, c'est juste qu'il a changé ses process. Ouais, pour faire un truc, genre pour checker une livraison, fallait faire 5 clics. Déjà, on y en a mis qu'un, puisque de toute façon, il le faisait tout le temps. Donc on y a fait direct, il avait le truc en direct. Et après, il y a plein de choses qu'il n'avait pas besoin de faire lui, et qu'il avait besoin juste de gérer ce qui se passe. Parce que c'est beaucoup mieux de gérer des messages où le mec te dit tout est ok, c'est bon, tu mets lu. Que envoyer un message et que le mec t'attende son message et tu vois où il en est, est-ce que ça change, machin. Là, il a juste à faire de la vérification au lieu d'être actif. Donc du coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu simplifies beaucoup de choses. Et ça, si tu vas pas sur le terrain, tu le vois pas. C'est très dur pour des gens comme moi sur des soft skills de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer, parce que nous, on n'a pas la connaissance de ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Alors, je dis ça, maintenant j'ai quand même un peu plus de réflexe, heureusement. Après 6 ans de start-up, ça serait un peu inquiétant. Mais quand j'ai démarré chez Privatiseur et qu'on passait, je sais pas moi, de 100 demandes à 300 demandes à 1000 demandes par jour, ils me disaient faut optimiser Clément, j'étais là. Tu veux que j'aille plus vite? Ouais, on va. Mais c'était dur, je savais pas où taper, quoi. Mais en fait, parce que j'en avais aucune idée, et ça prend beaucoup c'est beaucoup d'apprentissage de notre part à nous, opération, pour se rendre compte. Donc c'est vrai que de temps en temps, que aussi l'équipe tech ou produit passe du temps avec les soft skills, opération, enfin tout ce qui bourdonne autour, pour comprendre. Ça se trouve, parce qu'il y a des trucs qui vont vous sauter aux yeux, où nous, il va nous falloir un an pour les remarquer en disant peut-être qu'on peut automatiser ce truc-là, et c'est qu'on ne le sait pas. Et à l'inverse aussi, d'emmener moi, je sais que j'ai des clients, pas tous, mais il y en a, ils sont très friands d'être dans les process de réflexion sur le produit. Ils adorent. Donc à l'inverse aussi ça marche, et eux par exemple quand on réfléchit au produit, qu'on réfléchit à une fonctionnalité, on peut oublier un détail et eux vont nous dire ouh là là mais moi si j'ai pas ça ça marche pas du tout. Et en fait dans les deux sens en fait c'est hyper ce sera mon mot du podcast, c'est hyper vertueux quoi. On gagne du temps, on a un meilleur produit, tout le monde est content. On s'amuse bien aussi parce que on passe du temps ensemble, on rigole. C'est des moments un peu... on n'est pas tout seul devant son ordinateur à traiter des choses. On est dans l'échange, donc souvent c'est convivial, quoi. On discute plus, on se fait des blagues. Sympa. Voilà. Si tu y vas avec les bonnes intentions, normalement, ça crée des moments sympas. Ah oui, non, faut y aller de bonne humeur. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne du coup sur mes petites questions.
Donc globalement, là sur le produit, comment vous faites grandir le revenu, c'est grâce au contenu. Est-ce que dans vos process, vous avez aussi des process d'upsale, peut-être des choses où vous essayez d'avoir à vendre plus à vos clients, avoir des nouvelles fonctionnalités, peut-être des choses en plus? Non, on a repensé tous nos prix pendant le Covid avec nos clients. On est les grands spécialistes de tout faire avec nos clients, hein. Vous aurez remarqué. Donc on a repensé tous nos prix. Donc en fait, on a aussi quelque chose d'assez intéressant pour nos clients et pour nous, parce que c'est un prix qui va dépendre des volumes. Un peu comme on le retrouve sur certains outils de no-code, si je ne me trompe pas de terminologie. Mais je pense notamment à la barre de recherche Algolia ou des choses comme ça que nous on utilise d'ailleurs chez BookingCheck, où c'est en fonction des volumes recherchés. Nous c'est en fonction des volumes de demandes traitées. Parce que là où on fait gagner du temps, c'est sur toute la gestion de la demande. Donc en gros, au lieu que la gestion d'une demande prenne, disons, une journée pleine, sur toutes les petites heures qui vont être cumulées pendant tout le suivi du dossier, la réception, l'après, etc. On va peut-être réduire ça à... donc on va passer de 24 heures à 8 heures. Donc il y a un énorme gain de temps, donc c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc on a tout centré sur le volume de demandes traitées, ce qui est là où on apporte beaucoup de valeur. Et c'est des paliers. Donc en fait, le client rentre dans un palier et donc si le client fait de mieux en mieux, ses volumes augmentent. Le petit établissement, le très gros établissement ne paie pas le même prix, donc c'est plus juste aussi. Donc c'est plus lié au... Voilà, si nous, on a un produit qui est bien pensé, qui permet au client de se développer sereinement, avec le bon outil, et qu'on fait un bon accompagnement, normalement, ils vont aussi gérer plus de volume, mieux transformer, voilà. Donc ça, c'est pour ça. À côté de ça, on fait sur demande exceptionnelle pour l'instant, parce que c'est un petit peu plus dur à modéliser, c'est qu'il y a des clients qui quand même nous demandent du conseil de façon très poussée. Et là, on est obligé de passer par du payant parce que ça va au-delà de quelques heures par-ci par-là, parce qu'on fait des appels de conseil, mais ça va être quelques heures, c'est pas par mois maximum. Quand quelqu'un nous dit moi toutes les semaines j'ai besoin de tant d'heures, ça nous prend beaucoup de temps. Donc là on peut passer sur des accompagnements personnalisés. Pour l'instant c'est un peu de la demande comme ça, mais moi je commence à avoir un peu des idées là-dessus. Tu veux le Donc on va voir, soit en créant un label pour former des commerciales qui seraient labellisés BookingCheck et donc qui pourraient ensuite prendre le relais auprès de certains clients, soit sur des missions freelance, soit en tant qu'employé. Ça peut être aussi de voir si on peut pas créer un petit studio d'expertes avec des compétences différentes. Moi par exemple je suis très relation client, process et commercial, transformation. J'ai d'autres amies qui sont très bonnes sur le management, tout ce qui est construction financière. Par exemple, à quel prix je fixe mes packages, toute cette partie plus stratégique autour des chiffres. La gestion ensuite de la data, comment je l'utilise. Voilà, on est un groupe d'amis de commercial événementiel avec des compétences très différentes, et on pourrait aussi imaginer de créer un petit studio de conseil, de faire des week-ends de formation un peu intensifs auprès de lieux qui aimeraient un petit peu se remettre à plat sur certaines choses. Voilà, il y a plein d'idées, mais on va déjà essayer de maîtriser notre croissance, parce que comme on est autofinancé, on va pas faire une levée de fonds pour financer notre croissance. Donc là, on est dans un défi de croissance. Et après, on va développer ça. On a aussi des idées. Donc, sur la j'essaie juste de me restructurer. Sur la partie revenus, il y a vraiment l'abonnement. Ah si, pardon, j'ai oublié un truc.
on peut faire des fonctionnalités, coder des fonctionnalités cofinancées. Le client paye une partie, on finance l'autre. Ça nous permet de sortir une fonctionnalité urgente pour le client, donc sous des délais très courts, avec un cahier des charges qu'il a validé. Il est un peu c'est le garant du cahier des charges, c'est lui qui va dire ok, je tamponne, on y va, c'est ce que je veux. Et ensuite nous, comme on a cofinancé, on a l'autorisation du client de mettre ça à disposition à nos autres clients, ce qui fait que le produit devient de plus en plus intéressant pour tout le monde. Donc ça on fait, on cofinance quand on veut s'aider en interne à aller plus vite sur certaines fonctionnalités. Donc ça c'est pour c'est vraiment pour la vision revenu. Voilà. Parce qu'après j'ai dérivé sur la croissance parce que c'était lié, mais bref, j'arrête là. Oui, mais de toute façon, t'as plein de moyens d'augmenter ton revenu finalement. C'est soit d'avoir plus de clients, soit de gagner plus d'argent par client. La question était forcément. Mais voilà, parce que du coup, ça me faisait penser à ça, mais notre but, c'est pas d'être les plus gros. Notre but, c'est d'être les meilleurs. On veut être le meilleur outil événementiel, on veut pas être le plus gros outil événementiel. Je crois qu'en off, une fois, on avait parlé d'un truc que vous avez potentiellement imaginé, c'est d'avoir un nombre de clients défini, non? Oui. Bah c'est ce qui va arriver pour maîtriser notre croissance, c'est qu'on va ouvrir un nombre de sièges par mois en disant, bah voilà, ce mois-ci, on peut accueillir 10 nouveaux clients. Au bout du 10e, vous serez sur liste d'attente pour les prochains mois. Ce qui va nous permettre aussi de voir un peu l'évolution des listes d'attente. Et quand on arrive à un certain volume en liste d'attente, on sait déjà qu'on peut embaucher parce que derrière, on a le volume nécessaire pour financer un salaire. Quoi. Exactement. Et après, ça, ce serait la phase 2. Donc là, on est en phase 1. On est enfin dans cette rampe de décollage qui a été très longue à atteindre. Surtout avec la petite pause Covid. Mais du coup, ça y est, on est dedans. Donc maintenant, on essaye de passer cette première phase 1. Phase 2, on contrôle notre croissance en ouvrant un nombre de sièges. Phase 3, l'idée, ce serait, on pense, parce que ça peut changer, de fonctionner comme un club privé et de dire, comme nous, on passe beaucoup de temps à vous aider, on est ravis que vous nous ayez choisis, mais on va voir si nous aussi, on veut bosser avec vous. Parce qu'on va passer beaucoup de temps avec vous. Donc, il faut que vous soyez dans le bon état d'esprit, sinon on ne pourra rien faire ensemble. Voilà, donc l'idée, ce serait que ce soit vraiment un club et qu'il y ait un côté où on se choisisse dans les deux sens. Ouais. Et on fasse vraiment quelque chose de très fort aussi au niveau de la communauté. Parce qu'on a une communauté forte aujourd'hui. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et on ne veut pas perdre ça, on ne veut pas brûler ça en cours de route du fait d'une croissance trop exponentielle avec des membres qui ne sont pas dans le bon état d'esprit. Pour la communauté, vous avez un support ou c'est vraiment que du physique? Alors, très compliqué. J'ai essayé de les mettre sur Slack. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut installer une nouvelle app, qu'il faut consulter, parce qu'ils ne veulent pas mettre les notifs, parce qu'ils sont déjà harcelés de tous les côtés. Ouais. Donc, je pense qu'on va faire simple et efficace. On va partir sur du WhatsApp, parce qu'ils sont tous sur WhatsApp. Pour l'instant, on a une petite communauté qui peut se gérer sur WhatsApp. Et puis, en grandissant, on verra si on arrive à les emmener sur d'autres outils collaboratifs, de chat collaboratif. Et puis si on n'y arrive pas, on verra. On verra comment on fait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera obligé de garder l'événementiel physique. Ils veulent se voir, en vrai. Oui. Mais en grandissant, comme on s'étend aussi à d'autres villes qu'en France, c'est sympa aussi d'avoir des choses en ligne parce que ceux de Marseille ont peut-être envie de discuter avec ceux de Paris. Et ils vont pas forcément venir aux événements. Il y a des vecteurs à créer entre Marseille et Paris pour certains. Tout à fait. Ils ont des choses à apprendre, à échanger, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, pas encore. On ne sait pas, c'est pas aussi bien structuré que des communautés de développeurs que j'ai la chance de voir sur l'ordinateur de mon partenaire. Ce qui serait super, mais on n'en est pas là encore. On verra. On verra si. Je pense que si on arrive à créer une communauté où il y a beaucoup de valeur ajoutée au quotidien. Pendant longtemps, on va dire une bonne année,
je pense qu'après on arrivera à les emmener sur des outils plus complets. Ça me fait penser que, je sais pas si t'as vu, hier j'ai organisé un genre d'apéro virtuel dans un espace de coworking virtuel. Beaucoup trop de virtuel dans cette phrase. Mais en soi, en fait, ça c'est des trucs qui reproduisent un peu le côté humain où finalement t'es avec un petit bonhomme et tu te déplaces et tu peux aller parler à des gens. Alors c'est pas encore méga au point. J'ai vu passer ça. Je vois, ça m'a fait penser à un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Ça fait penser à un jeu un petit peu. Alors, il y en a qui sont un peu plus, qui ont une tête de jeu vidéo plus que d'autres. Ça, c'est assez funky là pour la communauté indie maker. Ça marche bien parce que y a des gens en général qui sont assez gamers dans l'âme. Quand tu vis sur Internet, forcément, t'as joué à des jeux. Mais il y a d'autres outils qui sont pas trop mal. J'en ai vu où tu vois constamment la caméra de la personne, mais tu l'entends pas tant que tu te rapproches pas. Tu te connectes pas. Ouais, c'est ça. Et en vrai, ça, c'est des trucs pour reproduire l'événement physique en virtuel qui peut être un peu sympa. Ouais. Je pense après, aussi que nous, il y a les... Bon, le problème, c'est que c'est public, mais le modèle un peu des lives comme il y a sur Insta ou sur Facebook aussi, en format peut-être fermé avec vraiment juste les deux intervenants, enfin les deux, les trois, les quatre, j'en sais rien, qui animent et puis les autres qui peuvent poser des questions et puis en fait ils peuvent se rendre compte qu'ils ont les mêmes questions et en off ils peuvent se parler. Ça aussi ça peut être un format virtuel, mais c'est vrai qu'il y a ces nouveaux formats hybrides et digitaux. Qu'il faut aussi qu'on teste parce qu'on les vend à nos... Enfin, pas moi directement, mais nos clients les vendent à leurs clients, pour certains. Ça s'est beaucoup développé, l'événementiel digital, pendant la crise. Donc, oui, carrément, hyper intéressant à tester. Je pense notamment qu'avec la génération 30-40 des propriétaires de lieux événementiels, bars, restaurants, ça peut les amuser. Il faut trouver juste le bon moment où... ils vont prendre le temps de se poser face à un écran et pas bouger. Parce qu'avec l'événementiel en physique, ce qui est bien, c'est qu'ils viennent et ils oublient ce qui se passe autour parce qu'ils sont dans un autre lieu. Le plus dur, c'est ça, moi, avec ma cible. Quand toi, tu vas les voir et que du coup, ils sont pas dispo, ils sont dans le resto. Ils sont dispo, mais pas en bon temps. Ils sont à 50% avec moi. C'est un peu exactement le feeling que j'ai quand je vais voir mon père. Du coup, à chaque fois, il dit on va bouffer au resto, à son resto. Du coup, on va au resto. Et en fait, je sais qu'à chaque fois que je vais là-bas, je compte pas sur la disponibilité de mon père, quoi. Sinon, je suis juste déçu. Parce qu'en fait, il y a un truc qui arrive, ça va pas, le serveur il fait n'importe quoi, il y a un problème avec un client. Enfin. Il y a le client habitué qui passe en disant ça va, ça discute. T'es obligé d'aller lui parler, c'est ça. Alors que quand ils ont un moment off de je vais quelque part, je suis invité à un événement, souvent le téléphone est rangé et ils discutent et voilà. Et en plus c'est des gens qui sont souvent très festifs, donc tu leur mets des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, ils sont partis. C'est bon. C'est lancé. Et puis je pense aussi que t'as des gens en face de toi qui sont... Enfin, la restauration et l'hôtellerie, tu t'arrêtes jamais. Donc si t'as l'opportunité de pas bosser, ils donnent tout dans le moment. Ouais, et puis c'est un monde où ils sont pas beaucoup invités à grand chose, il n'y a pas beaucoup d'événements pour eux. Ils organisent énormément d'événements pour les autres, mais il y a très peu de choses pour eux. Donc je pense qu'ils sont contents que pour une fois, on prenne soin d'eux. Et pas tout le temps eux prennent soin des autres. Donc ils sont contents. Ils sont contents parce que je pense qu'à chaque fois qu'on fait des événements, j'ai la moitié des personnes qui me disent où est-ce qu'il faut payer. Tu vois, ils sont tellement pas habitués qu'ils me disent on paye où. J'en dis non, on vous invite. Je répète, c'était écrit. On vous invite. C'est une invitation à venir et à tout. Et à kiffer. Donc pose ta carte bleue. T'inquiète pas, tu pourras payer ton abonnement Booking Check à la fin du mois. Mais là, ce soir, c'est pour toi et c'est offert. Donc c'est vraiment... oui, je pense qu'ils sont touchés qu'on ait envie de prendre soin d'eux. Et comme je disais, c'est une valeur très forte pour nous. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Moi, c'est ma famille, hein, j'ai grandi dedans. Donc voilà, je les aime beaucoup. Ils m'énervent beaucoup parce que parfois, ils sont bornés sur des trucs où...
ils se font du mal, ils utilisent des choses, ils partent avec des partenaires, avec des stratégies qui leur sont néfastes, où ils veulent pas entendre quand je leur dis tu me refais ton site internet parce que c'est pas possible. La merde. Ouais, c'est pas possible. T'as un super lieu, t'as une super équipe et tu as un site où on dirait que c'est le fin fond d'un garage. Non. Voilà. Donc ça, ils sont têtus, mais on les aime. Je comprends ça, ouais. Et c'est ouf parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'ils sont très très relationnels, moi je l'ai vu pour mon père. Pendant longtemps, en fait, il avait un commercial qui l'aimait bien et du coup il lui vendait ce qu'il voulait en caisse enregistreuse. Et à un moment donné, mon père il s'est retrouvé avec des trucs pourris parce que le mec avait un super contrat, lui il est tiré grave avantage. Et en fait, mon père s'est retrouvé avec un truc inutilisable qui lui faisait perdre du temps, ça marchait jamais comme il faut, enfin. Il a pété un câble. Et j'ai dit, mais pourquoi t'as pris ça? Il me dit, bah parce que le mec, je le connais en fait. Je le connais et je pensais qu'il allait me vendre un truc bien. Ouais, alors ça, c'est quelque chose, je suis ravie que tu le soulignes. Vas-y, pardon, j'ai cru que t'allais terminer. Non, vas-y. Non, j'allais dire, je suis vraiment très contente que t'en parles parce que c'est un gros fléau dans notre secteur de la food tech, où comme ce sont des gens, ils sont un peu durs de prime abord, c'est dur de créer une relation avec eux, mais c'est normal parce qu'en fait, derrière, une fois que tu as une bonne relation avec eux, il y en a plein qui en profitent et qui, parce qu'ils n'ont pas les connaissances digitales nécessaires pour faire face à certaines choses, c'est pas le cas de tous, hein, mais d'une majorité, et ben en fait ils se font avoir. Et après coup ils s'en rendent compte et ils sont doublement tristes parce que ils ont ouvert la porte et ils le font pas tout le temps, et deux, ils ont fait confiance et ils se sont fait avoir. Donc il y a double peine. Ce qui fait que quand toi, tu arrives derrière avec un outil, c'est très 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 dur. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne fait pas de démarchage. Hein, parce que ça ne sert à rien. Ils ne veulent pas te parler. Donc autant que ce soit eux qui viennent. Hein. Au moins on peut discuter. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on ne démarche pas, parce qu'on veut vraiment se positionner comme perdue. Ce serait de l'énergie perdue. Et puis on veut tout de suite marquer à blanc en disant on n'est pas là pour vous vendre monts et merveilles. Vous avez un besoin, vous avez un problème, on a une solution, on a une expertise, on est là pour vous. Si vous avez envie de bosser avec nous, si vous voulez pas entendre parler de nous, on ne vous fera pas chier. Et ça, il y a personne qui le fait. Et donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de boîtes qui se foutent clairement de la gueule des restaurateurs. Moi, je l'ai entendu dans la food tech. J'ai entendu des acteurs dire on s'en fout, de toute façon, ils comprennent rien. Donc c'est clairement dit de la part de certains acteurs, pareil, des gens qui ont un certain niveau d'études, qui sont très à l'aise dans le digital, dans le machin, des entrepreneurs qui souvent ont réussi, ont des visions business, qui sont solides et qui du coup se disent non mais il comprend rien, Jean-Mich du restaurant, il comprend rien, t'en fous, tu lui vends ça, on va s'en foutre plein les fouilles, et puis quand il aura plus d'argent, on s'en sera déjà mis assez plein les fouilles, on ira voir les autres quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'énerve profondément, et c'est pour ça que on essaye de casser cette dynamique, nous, en montrant que on est vraiment là pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette partie conseil, c'est pour ça qu'il y a tout ce contenu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de démarchage, parce que c'est un secteur qui est très mis à mal, quoi. On leur fait pas de cadeaux, hein. Franchement, on leur fait pas de cadeaux. Je sais qu'ils sont pénibles, parce qu'ils sont durs de la feuille sur certaines stratégies marketing digital et tout, qu'ils ont du mal à absorber. Donc je sais qu'il faut beaucoup de temps pour les convaincre de quelque chose qui vont leur faire du bien, mais il faut vraiment que ça leur fasse du bien, parce qu'il y en a beaucoup qui se foutent de leur gueule, et ils leur font pas du bien, ils leur vendent des trucs qui leur font du mal, qui peuvent les tuer à petit feu, comme avec ton père qui se retrouve avec un système de caisse qui est pas du tout adapté, qui peut lui coûter les yeux de la tête alors qu'il n'a pas les revenus qui correspondent au fait d'avoir un système de caisse pareil, quoi. Donc, et après, il faut souligner des gentils. Tu vois, par exemple, Zen Chef, c'est un vrai acteur qui fait du bien au secteur et qui s'occupe d'aider les restaurateurs à avoir un business sain avec des outils sains et qui ne leur fait jamais de petits dans le dos. C'est des gens qui aiment vraiment les restaurateurs, qui sont là pour eux. Mais il y en a plein d'autres, ça n'est pas le cas. Donc, merci de l'avoir dit, parce que ça m'énerve. Ça y est, on va tous les deux parler d'un sujet qui nous énerve. Non, mais c'est vrai, genre...
faites des business pour vous faire plaisir et faire du bien aux gens autour de vous. Vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez gagner beaucoup plus d'argent à long terme et vous aurez des clients ravis et quoi de mieux, quoi. C'est bon, pourquoi se créer des problèmes Oui. Enfin, voilà, arrêtez de prendre les gens pour des... De toute façon, ils s'en rendront compte. Hein. Donc au pire, votre business, il est condamné. Le très bon exemple, c'est le dropshipping. La plupart des mecs qui font du dropshipping, ils savent que c'est un business qui est pas durable, parce qu'en fait, tu vends du vent à des gens, c'est en Chine, ça arrive, c'est pas du tout le truc prévu. C'est cool, tu vas faire un peu de sous, hein, très bien, mais c'est quand même mieux de faire un truc durable. Et de toute façon, dans le monde où on vit maintenant, je pense que les gens ils veulent des choses qui durent, qui aient plus de sens, donc tu vas pas dans la bonne direction si tu fais ça. Ouais, enfin, on va dire que oui, et puis qu'est-ce que c'est chiant de gérer des clients qui se plaignent toute la journée, quoi. Pareil, moi j'ai déjà eu à le faire, de gérer beaucoup de plaintes. Tu te sens pas bien à la fin de la journée, quoi. Alors pas sur Booking Check, je vous rassure, mais quand j'ai été employée, c'est dur. C'est dur de se dire, en fait, je suis dans une boîte où on accepte de faire de la merde. C'est un concept. Hein, ça reste incompréhensible pour moi. Ouais, donc merci de l'avoir souligné, parce que c'est vraiment un secteur où on a besoin de boîtes qui veulent prendre soin du secteur, et surtout qu'il en a besoin. Là, on a passé une période très difficile pour eux, c'est pas fini. Va falloir payer tous les prêts maintenant. Ouais. Il y a de l'argent à faire pour que ça survive. On aime tous aller au resto, donc faisons-leur du bien. Ils en ont bien besoin. Ouais. Eh bien, trop bien. Je pense qu'on va pouvoir passer sur mes petites questions finales. Ça fait un petit moment qu'on parle, on a fait le tour de pas mal de sujets. C'était vraiment cool. Merci Martin. Trop contente d'être là, de parler entrepreneuriat un peu plus. Ouais. Pour moi, c'est nouveau. Je pense que je partagerai ce podcast à mon père, ça lui fera du bien aussi de l'entendre. Avec plaisir. Du coup, pour mes petites questions finales, la première que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat ? Alors, je vais dire qu'on me l'a dit, mais je suis contente qu'on me l'ait dit, parce que c'est ce qui a été le plus dur pour moi. C'est que il faut s'accrocher. Et vraiment, on me l'a martelé, que ce soit mon partenaire qui est très très solide mentalement, ou des amis entrepreneurs qui m'ont dit: Clémence, tu t'accroches, tu vas y arriver, il n'y a pas de travail qui ne paie pas, tu vas y arriver. Et moi j'ai vraiment eu des moments où je me suis dit c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'était très dur, et ça, si on me l'avait pas dit et répété, c'est plus que dire une fois, c'est vraiment répété. Ouais. Ça ne serait pas arrivé. Enfin, Booking Check, ce serait loin derrière moi. Ce serait pas arrivé. Donc voilà, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et on me l'a dit. Donc je suis très chanceuse. Mais c'est vraiment accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Si vous pensez que vous faites quelque chose de bien et que vous le faites bien, accrochez-vous. C'est long. Le SaaS, c'est long, c'est dur, c'est ingrat. Donc, et le contenu, si vous faites du contenu en plus, c'est très ingrat au début. Oui, bah, tu le sais aussi, donc faut s'accrocher. C'est long et douloureux, mais y a des beaux moments d'échange, on fait des belles rencontres quand même, tout le temps, que ce soit le parcours entrepreneurial, que ce soit le parcours contenu, mais c'est long et douloureux. Donc accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Mais une phrase que j'aime bien qui correspond à ça, c'est si tu veux quelque chose de différent de la plupart des gens, faut faire différemment de la plupart des gens, et du coup ça veut dire galérer, ça veut dire apprendre des trucs que tu sais pas. Ouais. Et tomber, moi je sais qu'on m'a pas appris à tomber, je trouve qu'on a une culture, la culture française, où on n'apprend pas à tomber, c'est pas dans notre système éducatif, et moi j'ai vraiment appris à me péter la gueule, mais à longueur de temps. J'avais l'impression que j'apprenais à faire du vélo à 2 ans et demi, quoi. Je me pétais la gueule tout le temps, et j'ai appris à me relever parce qu'on me disait accroche-toi, et je me disais ok, je vais m'accrocher, tu vas arriver à faire du vélo, je te promets, ça va marcher. C'est ça. Et donc et après aussi, quand on a des petites victoires, mais quelle saveur. Et alors quand on a des grandes victoires, mais champagne shower, moi j'étais en transe sur certaines choses, j'étais là wouh,
Truc de dingue, truc de dingue. Ça arrive, quoi. Et même si ça peut en rassurer certains qui nous écoutent, aujourd'hui, Booking Check crash. Dans ma tête, j'ai gagné. Parce que on a emmené cette boîte à un point où je pensais même pas que c'était possible. Parce que vu que j'ai ce petit souci de confiance, etc., et que je me dis toujours, t'arriveras jamais à faire ça, le fait d'avoir, à coup de sueur et de travail avec Reda, sans aucune aide, à arriver à emmener cette boîte où elle est aujourd'hui, c'est un bonheur absolu. Et donc demain, ça peut cracher. Bon, bah, ce sera triste, mais je me dirais, maintenant, je sais que je peux réussir quelque chose. Et ça n'a pas de prix. Stylé. Ça n'a pas de prix. C'est trop bien. Donc ça vaut le coup. S'accrocher. Est-ce que tu as une citation préférée? Moi, j'aime bien dire, j'aime bien cette phrase de ensemble, on est plus fort. C'est un peu cucu. Moi, je suis très fleur bleue romantique, je ne m'en cache pas. Donc, je sais que c'est pas la citation entière, mais c'est la fin. Ensemble, on est plus fort, parce que je trouve que dans la vie, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit par quelqu'un avec qui on va boire un café, que ce soit un mentor, que ce soit un partenaire de travail, un collègue, que ce soit une amie, que ce soit un ami, de la famille, n'importe qui, je trouve que seul, je pense qu'on va pas très loin. Et je pense qu'ensemble, on est vraiment très fort, parce que les gens nous nourrissent et nous donnent aussi de l'énergie. Voilà, donc c'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à mes partenaires, c'est ce que je dis à mon partenaire de vie et de travail, Reda, qui ce côté aussi ingénieur, tech, etc., qui parfois est plus solitaire dans sa façon d'être. C'est pas un ours non plus, tu le connais, Martin, mais voilà, il peut être beaucoup plus solitaire que moi, qui suis vraiment très sociale. Et moi, je pense que c'est ensemble qu'on est plus fort et qu'on va loin. Donc moi, c'est vraiment ce qui me nourrit. Voilà, et j'espère que toute ma vie sera faite de rencontres et d'apprentissage et de belles émotions avec d'autres gens. Trop bien. C'est un très très beau message qui me touche personnellement. Je suis sûr qu'il touchera les auditeurs, parce que quand tu es indépendante, tu es souvent seule, et tu sais que seule, c'est pas facile. Ouais. D'où l'importance de bien s'entourer, notamment dans des aventures. Peu importe dans quoi on se sent bien, mais en tout cas de ne pas rester seul, on est beaucoup plus solide, on va beaucoup plus loin. Je pense que j'aurais jamais eu la force de me lancer tout seul là sur mes projets et d'essayer de créer des choses si j'avais pas eu la communauté dans laquelle je suis, Indie Maker, que j'avais créé, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, à qui je peux parler. Ça aurait été beaucoup, beaucoup trop. Et puis des gens aussi qui, des fois, sur des trucs sur lesquels tu tournes en rond, qui te disent arrête, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça te remet en perspective tout le temps, c'est absolument génial, quoi, la force que les gens peuvent te donner. Je trouve que c'est incroyable. Donc, restons ensemble. Allez, c'est pour ça qu'on déménage proche de Lisbonne, hein, c'est parce qu'on se dit, ces entrepreneurs-là, on les aimait bien, on va rester pas trop loin. Revenez vers nous. C'est bon, on arrive la semaine prochaine, t'inquiète. Du coup, non, la citation, on l'a déjà fait. Le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi? Alors, je vais citer plusieurs personnes. Si je dois penser à un entrepreneur à nouveau, je vais faire ma grande romantique, ça va être Cucul la praline, mais je dirais Reda Benatia, qui est mon conjoint et associé dans Booking Check, parce que pour moi, ça a été mes plus grandes leçons d'entrepreneuriat, c'est lui. C'est quelqu'un qui en plus a une histoire personnelle où c'est un battant. C'est vraiment, je pense que c'est le mot, oui. Voilà, c'est un battant, mais il est toujours dans la joie, quoi. En gros, il va pas te dire, mais moi j'ai galéré, ça a été un enfer. Il se marre. En fait, c'est vraiment très jovial. Il te dit, ouais, c'était un peu dur.
Mais bon, ça c'était marrant, ça c'était. Ouais. Enfin, il a toujours ce côté très joyeux dans ses combats, ce que je trouve. Enfin, moi, ce que j'adore. Je suis pas quelqu'un. Si quelqu'un est dans comment dire, dans des choses dures où on te met la tête sous l'eau, c'est pas comme ça que moi personnellement j'arrive à me révéler. C'est plus quand on me dit ça va être dur mais tu vas y arriver, etc. Comme le truc de accroche-toi, tu vas y arriver. Ben voilà, c'est exactement ça. Et Reda est très comme ça. Il a une vision. Tu parlais de faire différemment. Je sais que là-dessus vous êtes très proches. C'est ce qui vous rassemble Pas beaucoup. pour rien. Voilà. Reda, il a cette vision très originale de la vie, du monde, de l'entrepreneuriat. Et il y a des décisions stratégiques qu'on a eues qui sont clairement sa patte, où il m'a dit on va essayer ça. Et moi je me disais c'est un peu bizarre, personne ne fait ça. Et en fait il avait une vraie vision. Et quand ça se met derrière, enfin voilà, donc vraiment Reda il m'a, que ce soit du coaching sur la confiance en moi, sur mes capacités, sur le fait que j'avais cette force, cette résilience, etc. C'est vraiment la personne qui m'a dit moi je trouve que tu es exceptionnel et personne ne m'avait jamais dit ça. Donc là-dessus merci. Et sur sa vision entrepreneuriale et tout ce qu'il a apporté à la boîte et là où elle est aujourd'hui grâce à nous deux, mais donc grâce à lui aussi, je trouve que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être entendu. Et puis après, moi j'ai plein d'entrepreneurs de la restauration que j'adore parce que moi ce que j'adore c'est qu'ils ont ce côté, pour moi c'est des Peaky Blinders quoi. C'est des mecs, entreprendre dans la restauration et construire un empire, il faut de la poigne parce que il faut manager des gens, il faut faire des gros prêts, il faut travailler avec ceux qui ont des bars, ils doivent travailler avec la police, etc. Parce que ils sont dans des rues où ça râle, les voisins, les prestataires, enfin c'est un monde où il faut être costaud. Moi j'adore Mathieu et Jordan qui ont créé les espaces Rive, qui ont vraiment créé une marque très forte autour de l'événementiel entreprise. Ils sont hyper intéressants, c'est des passionnés, ils ont deux profils complètement différents. Donc c'est voilà. J'adore aussi Sophie Krebs qui a créé Pépite Paris, qui a aussi un parcours très intéressant dans le marketing, qui a travaillé dans plein de boîtes, qui a fait plein de choses et qui ensuite est arrivé sur Pépite et qui pareil part de rien et construit cette boîte qui cartonne aujourd'hui avec des idées très intéressantes en termes de modèles. Le fameux Mad Group qui nous a rejoint, il y a Sophie Bontemps qui elle a fait une école de commerce mais qui finalement s'est retrouvée dans le monde des bars, a commencé avec un bar à Châtelet qui maintenant en a une dizaine, donc est partie de rien. Elle a une dizaine de bars festifs à Paris. Les bars festifs, c'est un business quand même assez... voilà. C'est le monde de la nuit. On brasse du jeune, ça boit beaucoup. Voilà, faut être solide. Et puis, plus si affinité, tu me diras. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de beaux entrepreneurs dans la restauration qui peuvent peut-être être intéressants parce que... qui peuvent vous apporter des éléments sur cette communauté qui va peut-être être plus digitale, un autre angle de vue sur l'entrepreneuriat. Où je me suis dit c'est peut-être intéressant de... Oui, mais je pense que c'est important aussi, et je l'ai fait quelques fois sur d'autres sujets, tu vois, je suis allé dans la musique, je suis allé dans des choses qui sont un peu plus loin du digital normalement, où tu fais du SaaS, et je pense que c'est toute la richesse en fait de l'entrepreneuriat, c'est que si tu vois que par ton prisme, tu vas manquer d'originalité finalement, tu vois, dans ce que tu fais. Ouais. Si tu vas juste copier les autres et du coup se différencier, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, c'est un monde où il y en a plein et souvent c'est des gens qui ont un rêve quoi. C'est tout. Puis après faut que ça tourne. Trop bien. Eh bien on arrive à ma dernière question, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Suivre un petit peu les infos. Alors n'hésitez pas. Je plaisante. Moi, je suis très active sur Instagram avec soit la page de Booking Check, soit la mienne Clémence Ferraud, voilà. Et même principe sur LinkedIn.
où aussi on est actif, donc avec soit la page de marque Booking Check, soit Clémence Ferraud. Et puis il y a le podcast, mais c'est quand même, je vous le dis, mais bon, je sais pas si ça va trop vous intéresser ici, mais on sait jamais s'il y a des events entrepreneurs. Vous avez Event Check, qui est le podcast auquel vous pouvez vous abonner. Et sinon, de toute façon, on parle de tout sur Instagram et LinkedIn, tout est communiqué, donc vous pourrez tout suivre facilement. Ok, trop bien. Et puis je prends toute question, voilà, n'hésitez pas, oui. Je suis très facilement joignable, donc avec plaisir. Ça c'était la phrase d'après. Pardon. Donc la phrase d'après c'est est-ce qu'ils peuvent me joindre ? Où est-ce qu'ils peuvent me joindre ? Non. En général, c'est pas une question que je te pose, c'est j'invite les gens qui ont kiffé ce podcast et qui ont potentiellement d'autres questions à te contacter, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn. Vous lui pouvez envoyer des petits messages, même juste des petits cœurs pour lui dire que c'était génial l'épisode et que vous avez kiffé. Ça, ce serait trop gentil. Envoyer du love, ça fait plaisir. Tout à fait. Et voilà, en tout cas, moi j'ai passé un super moment avec toi. C'était vraiment aussi, très Martin, cool. Merci. Ça m'a inspiré plein de choses pour les prochains projets que je vais lancer. Ah, cool. Tu me diras. Yes. Tu verras ça en live, je pense, parce que ça va commencer là d'ici pas trop longtemps, donc ça sera quand je serai à Lisbonne. Teasing. Trop cool. Non mais merci, je fais un petit mot, merci de m'inviter en tant qu'entrepreneur, ça me touche beaucoup parce que c'est encore une carte de ma vie professionnelle qui est très récente pour moi, donc me mettre dans les baskets en disant oui je suis une entrepreneuse, voilà, pour moi c'est un petit moment d'émotion. donc ça me touche beaucoup de pouvoir prendre la parole en tant qu'entrepreneur et merci de m'avoir permis de faire ça. C'est trop cool. Et puis je pense que ça soit pour les mecs qui n'ont pas la vision sur certaines choses de l'entrepreneuriat, je pense qu'on est beaucoup plus rude, comme tu décris Reda un petit peu sur le côté quand on crée des business, alors que tout le côté émotionnel dont tu as beaucoup parlé dans ce podcast, en fait c'est une mine d'or pour aller créer du lien et chercher des clients. Et je déteste quand je vois que mes épisodes avec des femmes, souvent ils sont moins écoutés, parce qu'en fait c'est souvent les plus ouf, parce que c'est des choses que tous les mecs ne savent pas faire. Au lieu d'écouter des mecs qui savent faire la même chose que toi, écoute des gens différents, tu vois. Bon. Reda pourra plus parler de ce que ça lui a apporté, cette partie émotionnelle justement en termes d'entrepreneuriat, parce que ça lui a posé problème avant d'être un peu moins, d'avoir moins la capacité à se ressentir. Donc oui, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça m'est déjà revenu aux oreilles, Reda parce que c'est mon quotidien, mais même avec d'autres personnes en discutant, en disant c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui se cache pas de ce côté sensible, et qui de toute façon les gens que vous aurez en face de vous dans votre business le seront aussi, que ce soit vos employés ou vos clients, donc oui, mais tu vois, t'es la deuxième personne qui fait que j'ai dans le podcast, qui est en couple et qui entreprend en même temps. Et à chaque fois, j'ai choisi plutôt le côté féminin, parce qu'en fait, le côté masculin, je l'ai déjà entendu plein de fois. Et on se répète un peu. Alors que là, en fait, j'ai un point de vue tout à fait différent. Et tu vois, me dire, je vais organiser des événements pour mes clients, parce qu'en fait, ils vont méga nous kiffer, et du coup, ils voudront plus jamais partir. Je l'ai jamais entendu, et c'est une bête d'idée en vrai. Et ça, faites la fête. Mais ouais, mais pour une fois que c'est utile. Tu vois. Ouais. Non mais c'est marrant. Donc, tu vois, je pensais pas que ça c'était original, donc super. Même moi, ça me donne des infos, c'est top. Mais si, mais enfin, il y a trop de choses que t'as dites sont vachement originales, et je pousse les gens à chaque fois à leur dire regardez, c'est un bête d'épisode. T'inquiète pas, on le diffusera aussi. J'espère que ça fera découvrir Indie Maker à d'autres, parce que voilà, donc, comme je disais, il y a plein d'entrepreneurs dans la restauration, et peut-être qu'ils seront contents d'avoir d'autres points de vue aussi sur l'entrepreneuriat digital sur lequel ils sont moins à l'aise. Donc j'espère. Oui, et puis en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait que je fasse venir des entrepreneurs qui sont pas digital dans le podcast, ça va créer des liens avec des gens qui sont dans le digital et vice versa. Et si toi tu ramènes des gens qui comprennent rien de base au digital ou qui sont pas dedans et qui voient comment font d'autres, ils vont être là. Mais on a des super idées à essayer. Carrément. Donc on partagera aussi. Ok, trop bien. Eh bien, très content que tu sois passé dans le podcast. Moi, je dis à nos auditeurs, j'espère que vous avez kiffé aussi.
Et puis si vous avez kiffé, du coup, envoyez des petits messages, c'est toujours cool. Envoyez du love, ça fait plaisir. Et à dans une semaine pour le prochain. Salut. Salut Martin.